Voilà, monsieur, bonsoir, c'est mardi, le débat politique sur STV, une bonne nouvelle hein, pour le colonel Kalkaba Malboum, on va en parler dans une seconde. Mais notons que ce soir, autour de la table, on a François d'Assise Belle. Bonsoir, François d'Assise. Bonsoir, Dipita, monsieur Dipita Tongo, bonsoir aux panélistes et à vos millions de téléspectateurs. Mais vous avez l'habitude de dire millions, hein. Peut-être qu'ils sont milliards aussi. Façon de vous accueillir. C'est la première apparition d'ailleurs sur ce plateau. Oui, c'est la première apparition à votre plateau et j'espère que tout va se passer. Vous appartenez au mouvement 11 millions de citoyens de Cabral Libye. Oui. Cette diversité de... Parce que j'avais souhaité avoir... Monsieur Macron Didier. Ben, on m'a proposé François d'Assise Belle. Oh, c'est pour vous montrer qu'il y a de la ressource et il y a du répondant. Donc nous sommes là et tout va bien se passer. Et vous avez fait bouger le pied droit de Mouté en passant. Bonsoir Robert Mouté en passant. Bonsoir Dipita, bonsoir aux panélistes. Évidemment, bonsoir aux milliards 200 millions de téléspectateurs d'Afrique de STV. Je pense que les sujets que vous nous avez proposés sont des sujets assez sensibles et importants. J'espère que nous serons à la hauteur et de permettre à éclairer, que ce soit vos téléspectateurs et tous les autres qui peuvent, l'opinion publique nationale et internationale, et on pourra les éclairer. Mais j'espère que ça va bien se passer. Évidemment, c'est le débat d'idées, loin de toute bataille, bref, c'est le débat d'idées. Abel Elimbilobe, bonsoir. Bonsoir. Conseiller municipal élu et démissionnaire du SDF. Ça va? Ben, tout le monde le sait. Je pense que c'est pas nouveau. Donc, je crois aussi qu'on est en train de finir le mandat. Ouais. Donc, il faut se repositionner. 4 mois. Oh, peut-être il faut se reposer aussi. Ah d'accord, vous ne serez pas candidat? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous serez candidat? J'ai simplement dit que... Vous réfléchissez encore? Je crois que je pourrais ne pas être candidat aux élections municipales. C'est quelque chose à envisager. C'est vrai qu'avec la nécessité pour nous de promouvoir la conjugaison des forces de l'opposition, il peut être nécessaire d'accompagner une liste. Mais j'ai été déjà 10 ans conseiller municipal. Je pense beaucoup plus à laisser la place à d'autres. D'autres peuvent le devenir. D'autres échelles où je peux être appelé à aider notre pays à mieux se porter. Qui sait peut-être candidat à la députation? Par exemple, je n'ai pas l'intention d'être... C'est une annonce alors? Non, je serai candidat. Je serai candidat, sauf si je suis très malade. Ou si je n'ai pas d'argent, mais enfin, je serai candidat aux élections législatives. Et même peut-être aux élections municipales, mais beaucoup plus pour aider une liste à gagner et permettre à de nouvelles figures d'accéder au conseil municipal. Je souhaite que les jeunes accèdent au conseil municipal. Nous sommes dans la révélation. Vous serez candidat pour le compte du RDP. Pardon, de quel parti? Non, je ne serai jamais candidat pour le compte du RDPC parce que... On ne sait jamais. Oh, je dis jamais. C'est des choses... Je suis, à mon âge, j'ai plus beaucoup de temps à passer en politique. J'approche 60 ans. Donc... on verra bien. Donc, oui, j'ai 57 ans, je crois. Alors. Donc, il me reste très peu de temps. On verra bien. Moi, je suis pour l'alternance. Je ne suis pas pour que les gens restent à 85 ans en train de vouloir rester des élus. Donc, il faut que les jeunes viennent. Malheureusement, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. On entre dans le débat dans une minute. Oui, il faut qu'ils viennent. Je dis également... Bonsoir au dernier panéliste, c'est une dame, enseignante, anthropologue, critique littéraire, syndicaliste, non moins, le docteur Rivel Balana, évidemment, dont on apprécie la pertinence sur ce plateau. Merci. Merci à nouveau. Hein, bonsoir, monsieur Tongo, et merci de m'avoir honoré de nouveau en m'invitant ici. Et un bonsoir qui nous vient de notre ami Moïse Ndoumba. Il dit un bonsoir de vivre ensemble à tous tes invités. D'ailleurs, le vivre ensemble fait partie des thèmes de ce soir. Je vais rapidement les résumer. Élection 2018, et les CAM peut-il être à la hauteur? Nord-Ouest et Sud-Ouest, que peuvent les Américains vivre ensemble? Où en est le Cameroun? 3 sujets donc qui feront l'objet du débat de ce soir. Il y a Yaoundé dément les allégations d'exécution sommaire attribuées à l'armée camerounaise lors des événements du 24 et 25 mai 2018 dans la commune de Santa, département de la Mézam. Le bilan fait état, selon Issa Tiroma Bakary, le ministre de la Communication, qui
qui a fait une conférence de presse hier, d'un soldat blessé, 27 terroristes neutralisés, un terroriste recueilli, un autre terroriste blessé. Fort de cela, nous reviendrons donc largement sur cette question avec un point sur l'aspect géostratégique de cette guerre. On a pu observer la sortie de l'ambassadeur des États-Unis, qui évidemment a fait beaucoup de polémiques, et c'est d'ailleurs comme si les Camerounais se sont mis derrière le président de la République pour dire non à ce que certains observent comme une ingérence étrangère. À côté de cela, on va donc évoquer les autres sujets. Le temps pour moi de prendre la première transition et d'entrer peut-être avec cette note, cette bonne nouvelle. Pour qu'Alcabon en dise un mot et puis on entre dans le débat. Transition. L'information est donc tombée ce soir. Le TAS, le tribunal arbitral du sport de Lausanne, vient de rendre son verdict et estime utile d'informer les différentes parties. Alors, ce qu'il y a à retenir, on ne va pas tout lire. Les sanctions décidées contre M. Kalkaba Malboum sont annulées. La commission d'éthique est habilitée à réexaminer les faits reprochés aux uns et aux autres dans le strict respect des règles et dispositions légales. L'ACNOA a été condamné à lui rembourser la somme de 8 000 francs CFA, 8 000 francs suisses pour certaines dépenses qu'il a engagées. En un mot, en résumé, vous savez, le candidat, du moins Kalkaba Malboum, était candidat pour présider l'association de la Confédération nationale, ce qui correspond un peu à... Non, l'olympisme au niveau africain. Comité national, les comités nationaux olympiques africains. Je crois qu'il y a une domination, voilà. C'est d'ailleurs ça. Et puis, il a été écarté par le candidat ivoirien, qui s'est d'ailleurs avéré vainqueur après. Kalkaba a porté a attiré l'attention du comité international, le CIO, qui a donc donné son verdict. Ce soir, les élections sont à reprendre là-bas, et c'est certainement ouf pour le candidat du Cameroun. On rentre donc dans le débat de ce soir. Commençons peut-être par Elekam. Bon, pour lui dire en passant, avec en un quart d'heure, on peut rapidement évacuer cette question. François d'Assise, une image forte quand même ce soir, hein. Lors de la passation des services entre le directeur général entrant, le nouveau M. Soussé, et le directeur général sortant, Abdoulaye Babalé, on a pu voir que le sortant n'était pas présent. C'est un signe. Bon, alors, ce qu'il faut déjà dire concernant Elekam, c'est que lorsque vous concevez mal, vous accouchez mal. C'est-à-dire que Elekam est une structure camerounaise qui est censée gérer les élections. Mais ce que nous observons, nous qui regardons de loin cette maison, c'est que Elekam, en, je pense, 3 ou 4 ans, ça fait 2 directeurs généraux. Et monsieur Fonkamazou avait des problèmes de démêlés avec son directeur général. Monsieur Eno Abrams a des démêlés avec son directeur général. Donc, qu'est-ce qui se passe à Elekam en réalité? Est-ce que c'est un problème d'homme qui se pose à Elekam? Moi, je ne pense pas. C'est un problème de structure, de texte. Alors, donc, c'est une maison qui est décriée par tout le monde. C'est-à-dire que on ne comprend pas comment une structure comme celle-là, qui est censée gérer les élections dans un pays comme le nôtre, fonctionne avec des textes qui sont des textes qui ne peuvent pas harmoniser le fonctionnement entre le conseil électoral et la direction générale. Donc, je pense que l'exécutif, n'est-ce pas, qui a mis en place cette maison, devrait tout faire pour revoir un peu les textes de fonctionnement. Je ne suis pas un devin pour dire que, tel que c'est parti, même M. Éric Essoussé pourra échouer demain dans sa mission, ou alors dans les missions qui sont les siennes. Et lui et son adjoint, M. Abdoul Karimou. Donc je pressens déjà que si rien n'est fait, si les textes de Elekam ne sont pas toilettés, nous allons aboutir à un nouveau fiasco. Donc le problème à Elekam, ce n'est pas celui des hommes, mais je pense qu'il faudrait réellement restructurer totalement la maison. Robert Moutembassa, on retient quand même d'Abdoulaye Babalé, avant qu'il n'entre dans cette instance-là, il était ancien ministre. Et tout ça, là, on a quand même l'image d'un homme intègre, d'un fidèle servant du Cameroun, du pays. Et on a du mal à comprendre qu'avec tous les problèmes qui sont intervenus lors de son passage à Elekam, qu'il ait pu changer. Il faut peut-être rappeler
que pendant ces dernières semaines, les employés se sont plaints des revendications sociales, de paiement de salaire, et puis certaines informations parlent de mauvaise ou de malgestion, détournement de fonds. Est-ce que l'ECAM a pu transformer celui-là qui avait une image quand même de... Merci pour la question, député. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas mettre en doute les compétences d'Abdoulaye Babalé. Il a été ministre à l'époque d'Aïdjo, et même quand à un moment, un groupe de ministres voulait démissionner brutalement pour mettre le président Paul Biya en difficulté, il est parmi ceux qui ont dit non. Il est resté ferme. C'est quelqu'un qui a passé un moment de désert là, difficile. Il est revenu à la charge. Je ne pense pas qu'il ait changé ou qu'il ait été changé par l'ECAM. Je pense que le problème de l'ECAM est un problème de fond et le jeune petit frère a dit quelque chose de pertinent et je pense qu'il a raison. L'ECAM a des problèmes de financement, d'organisation et de fonctionnement. Donc, financement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une autonomie, une des finances autonomes. Ils attendent du trésor public. Et vous savez qu'en ce moment, il y a la rarification de l'argent. Et quand le peu d'argent qu'il y a au trésor public, il y a des arbitrages qui sont faits. Il y a les priorités, la présidence, les guerres, les salaires des fonctionnaires et autres. Et c'est quand il en reste qu'on peut donner aux organismes comme l'ECAM et autres. Et donc, Abdoulaye Babalé arrive, il trouve des problèmes de CNPS, des problèmes de salaire. Et quand on parle même de payer des salaires, c'est payer le salaire de l'année 2017. Il paye encore les années 2017, donc ce n'est pas une histoire qui a commencé. Donc il y a un problème de financement, il n'y a pas de finances. Il y a un problème d'organisation, il a dit un tout petit peu 11 millions. Donc, le problème, il est quand même structurel. Il est structurel. Parce que, vous savez, le président du conseil d'administration est nommé par le conseil électoral, nommé par le décret présidentiel. Le directeur général est nommé par le décret présidentiel. Le directeur général, c'est lui qui gère les finances. C'est lui qui doit aller en prison quand il y a un problème. Ce n'est pas le conseil électoral qui demande. Et s'il lui donne sans justificatif, évidemment, il va se retrouver en difficulté. Donc, il est obligé. J'ai lu des trucs dans le temps, on disait qu'il a acheté des pailles pour 1 milliard, des trucs comme ça. C'est vrai qu'à première vue, on peut penser que c'est anormalement élevé, mais en allant dans le détail, moi je ne l'ai pas vu, mais je dis journaliste, je sais que quand il y a les élections, il est quand même un personnel de base en temps normal qui est là en plein temps, mais il est comme aussi, quand il y a les élections, fait appel à des personnalités de la société civile, de l'administration et autres, pour diriger dans les bureaux de vote et être des scrutateurs, et tout ce que vous voulez. Et ces gens ne sont pas payés, il n'y a pas de salaire. Imaginez-vous seulement, je ne sais pas si c'est ce qu'il a pensé, imaginez-vous seulement qu'il décide de donner un pain à chacun qui est dans un bureau de vote comme cadeau après les élections, mais allez prendre 1 milliard, vous prenez 6 000 francs le pain, ça fait 166 000 pains, vous divisez par le nombre de 360 communes, et dans chaque commune, vous mettez peut-être 50 bureaux de vote, divisé par 2 élections, ça revient à moins de 5 pains par bureau de vote, c'est rien. Donc tout dépend de ce qu'il voulait faire de ça. Il faut peut-être qu'il s'explique pour qu'on comprenne. Maintenant, comme dans les réseaux sociaux qu'il a acheté des pains pour 1 milliard, évidemment, ça impressionne. Mais moi, je pense que c'est un problème purement structurel. Et si, comme il a dit, et je confirme ça, si le nouveau DG a retrouvé le même problème, il sera viré aussi après les élections. Ça, c'est clair. Docteur Bolana, 18 semaines, hein, sensiblement, des prochaines élections. Peut-on craindre pas de sérénité autour de l'ECAM? Ça pourrait avoir un impact sur la gestion de ces rendez-vous-là? Mais évidemment. Mais avant de se poser la question de savoir si ça peut avoir un impact, moi, je vais aller dans le sens des 2 copanélistes qui viennent de parler. On a du mal à instituer. C'est-à-dire instituer, c'est-à-dire créer des choses durablement. C'est ça, instituer. Quand les gens disent souvent que nous n'avons pas des institutions fortes, mais le mot institution même, quand on dit institution, c'est que c'est fort, c'est que ça a été créé pour durer. Alors, comment est-ce qu'on s'organise pour que ça dure? Il y a les textes fondateurs, il y a les profils de ceux qui animent. C'est pas parce qu'on a été Premier ministre que inévitablement on peut animer une structure qui est dédiée à organiser les élections dans un pays Mais et quand on dit instituer, on pose aussi la question des modalités d'accès. Est-ce qu'il faut nommer ou il faut élire? C'est la question fondamentale qu'on se pose avec une structure comme l'ECAM. C'est que nous avons du mal à instituer. Est-ce que c'est notre histoire récente?
Est-ce que c'est que nous avons copié des modèles d'évolution du pouvoir, d'organisation de la démocratie chez les autres que nous avons du mal à créer durablement, ou tout simplement c'est parce que nous les faisons pour plaire à des individus? Une institution, ça c'est la première interrogation quand on s'intéresse à Elecam. La deuxième, c'est ce que moi j'ai été étonné de voir que c'est l'adjoint qui devient, qui prend la place de celui qui était là. Quel était le type de gouvernance donc? Est-ce que c'était une équipe? Parce que si c'est une équipe, c'est qu'on n'a rien fait. Si c'était une gouvernance de commandement... Donc là, on semble avoir isolé un individu dans un environnement. Moi, je crois, parce que c'est une équipe. Quand on a institué, on dit, voilà les modalités d'accès. C'est une équipe qui anime une institution. Ce n'est pas un individu. Donc, si on prend l'adjoint, on le met, ça veut dire que c'était un management peut-être de commandement et que le directeur général était une entité là-bas isolée. Ce qui peut être très dangereux dans une république. Maintenant, si c'était une équipe, c'est qu'on a juste changé un mouvement de chaises, on devrait s'inquiéter. On devrait s'inquiéter parce que, qu'on le veuille ou non, le Cameroun ne peut pas aller à son rythme. Quand on parle vite des questions d'ingérence. Est-ce qu'on peut aller à notre rythme? On fait partie d'un monde. On a le droit d'aller à un rythme raisonnable vers des structures modernes. Sinon, on jette nos téléphones portables, etc. On refuse la modernité. Vous voyez un peu. C'est délicat parce que ça concerne Elecam, c'est-à-dire l'institution, la structure qui est chargée des élections dans un pays. Et puis, il ne faudrait pas que ceux qui aspirent à gouverner, qui aspirent à rester actuellement au pouvoir, oublient que c'est un organe qui doit durer pour que le pays puisse, je ne sais pas, sereinement se choisir des gens pour construire son développement. Donc, je n'ai pas été du tout... Donc, vous dites de la stabilité de l'ECAM dépend la qualité des élus. Mais bien sûr, de la stabilité de l'institution, c'est-à-dire ses textes fondateurs, les modalités d'accès à cette institution, c'est ça instituer. Vous ne pouvez pas instituer quelque chose de fragile. Merci, donc nous avons véritablement des problèmes dans nos pays africains et au Cameroun à instituer des choses. Et c'est pour cela, j'aimerais juste conclure, c'est pour cela que moi j'ai du mal à condamner les individus. Parce que vous vous retrouvez dans des histoires qui n'ont pas été organisées. Vous vous retrouvez dans des structures... Mais l'organisation ne va pas tomber du ciel non plus. Ce sont les individus qui doivent organiser. Oui, mais quand on vous nomme à la tête d'une institution, vous trouvez des mécanismes de fonctionnement, vous trouvez des textes. Hein? Le problème est en aval, c'est-à-dire les fondements des institutions. Lorsqu'on met en place une institution, à quoi pense-t-on? Est-ce qu'on met en tête le Cameroun, que voilà là où le Cameroun veut aller, voilà l'institution qu'il lui faut? Parce qu'on peut changer tous les hommes sont toujours bons, mais quand vous vous retrouvez dans un environnement où les procédures ne sont pas claires, etc., et après on vous prend, on applaudit, on a arrêté tel, ça peut relever d'une grande hypocrisie collective. Je ne dédouane pas les gens qui sont pris, mais ça peut être le signe d'une grande hypocrisie collective. Parce que je ne peux pas dire ici qu'on peut me mettre dans une affaire qui a été mise en place de manière bancale et que je vais bien le faire. Il y a aussi ça. Alors, en un mot, Eric Essoussé, qui est d'ailleurs le nouveau directeur général, a occupé des hautes fonctions dans l'administration. Il a été successivement directeur général adjoint des élections depuis 2008, chef de service des libertés publiques en 1983, sous-directeur des libertés publiques, ça c'est au ministère de l'administration territoriale. En 85, directeur adjoint des affaires publiques au ministère de l'administration territoriale en 90, sous-directeur des élections au ministère de le MINAT 96, attaché au secrétaire général du PM. Bref, c'est quelqu'un qui est dans le moule de l'administration territoriale du temps où elle était extrêmement répressive, au temps où peut-être le mécanisme s'est relativement détendu avec l'arrivée des libertés. Selon vous, il répond au profil de l'emploi? Je considère que l'instabilité qui caractérise cette institution est effectivement préoccupante. Elle est préoccupante. Quand on a lancé cette institution, on ne pouvait pas imaginer qu'en si peu de temps, elle va s'illustrer par des crises. Mais en réalité, certains observateurs critiques, comme nous, de l'opposition, nous avons tiré des sonnettes d'alarme. Parce que le principe même d'avoir
le Conseil électoral et la Direction générale des élections, tout le monde est nommé par le chef de l'État, crée des germes d'une insubordination de fait. Si tout le monde est nommé par le chef de l'État, le Conseil électoral qui doit contrôler la direction, parce que le Conseil électoral, c'est comme le Conseil d'administration d'élections Cameroun. Bon, il ne nomme pas le directeur général. Le directeur général est d'ailleurs le secrétaire du Conseil électoral. Cette espèce de combinaison crée des dispositions à des mauvais fonctionnements. Et on a vu que, comme disait notre jeune frère, du temps de Fonka Azou, il y a eu une crise avec le directeur général des élections. Puis, M. Babalé, qui venait du Conseil électoral, l'idée de prendre quelqu'un qui était déjà dans le Conseil électoral pour en faire le directeur général des élections, on ne sait pas très bien si on l'a abaissé sur le plan de la préséance. Et si on l'a abaissé, vous pouvez imaginer qu'étant un homme, les problèmes d'humeur peuvent se poser. Il était hier parmi ceux qui donnaient des instructions au directeur général des élections. Maintenant, il devient celui qui doit recevoir des instructions des gens qui sont ses anciens camarades. Moralité, il refuse par exemple d'assister à certaines sessions du Conseil électoral. Il y a donc une insubordination comme ça. Et tout ça, ça montre que l'architecture de cet organisme pose un problème. Peut-être faudrait-il revoir. Mais on peut comprendre qu'on est nommé Issou, c'est parce que, compte tenu de l'urgence, fallait-il prendre quelqu'un qui vient de dehors, qui va commencer à tout apprendre. Donc la nomination d'Issou obéit certainement à l'idée que c'est urgent, on ne va pas commencer à prendre quelqu'un qui vient tout apprendre. On a donc pris Issou. Ce que moi je veux dire, c'est que tout ça, j'aurais aimé qu'on ait des hommes neufs, parce que tout le monde voit très bien. Monsieur Issou, il a une réputation d'avoir parcouru le ministère de l'administration territoriale, qui était au centre de tous les reproches qu'on pouvait faire au système électoral. C'est-il fondamentalement assagi pour venir diriger les élections au risque de nous ramener à ce que nous avons voulu échapper, à ce à quoi nous avons voulu échapper? Tout ça, c'est des questions qui nous intéressent. Monsieur Soussé a travaillé dans la censure. Monsieur Soussé a servi à brider les libertés. C'est des gens qui ont servi à tout ça. Je pense d'ailleurs qu'il doit avoir dépassé largement l'âge de la retraite. Pour moi qui suis très attaché au principe que les gens, nous devons les changer à l'alternance, je ne peux pas me réjouir de la nomination de quelqu'un. Tous ces gens qui ont... On n'a pas besoin pour organiser des élections d'avoir des gens qui ont 70 ans, qui sont là. On pouvait avoir un statut qui garantit à ces gens une forme d'indépendance et mettre des gens relativement jeunes qui vont donc être indépendants jusqu'à la fin de leur carrière. Voilà. Donc, je suis d'avis avec les autres que c'est préoccupant. C'est préoccupant. Ça rend compte de toutes les récriminations que nous avons exprimées au moment où on lançait cet organisme-là. Évidemment, l'enjeu, ce sont les prochaines élections, je l'ai dit. À quelques mois donc, peut-on croiser les doigts et vous, les acteurs politiques, les futurs candidats, les électeurs, et se dire que tout se fera sereinement d'ici... Écoutez, si c'est à moi que vous demandez de commencer... Je demande à tout le monde, commençons. Oui, bon, alors si c'est moi qui dois commencer, si vous le voulez bien. Ce que je dis, et je l'ai déjà redit, et je le redis, je saisis cette opportunité pour dire une fois de plus à tous les acteurs de l'opposition, parce que nous sommes deux types d'acteurs dans le pays. Il y a ceux à qui le dysfonctionnement de l'élection au Cameroun ne constitue pas un véritable problème. Si ça dysfonctionne, ce n'est pas grave, parce que le dysfonctionnement permettra d'arriver facilement au résultat qu'ils souhaitent. Maintenant, nous sommes sensibles au dysfonctionnement, parce que nous revendiquons l'indépendance de cet organisme. Nous ne voulons pas que ce soit un organisme où les gens pensent à leur carrière et celui qui fait leur carrière est un candidat. Donc ça nous préoccupe. Mais je reste très attaché à l'analyse que nous avons faite, moi-même, un certain nombre d'acteurs, de conseillers
municipal Zipan, le conseiller Dieu Garimi et moi-même un certain nombre de travaux qui nous ont montré que nos défaites ne dépendent pas en réalité de l'élection de Cameroun. Nos défaites électorales dépendent d'abord de nous-mêmes. C'est compris. La mauvaise organisation, si on pouvait corriger ça, en commençant déjà par nous parler entre nous, à avoir des stratégies concertées. Voilà. C'est pas la première fois que donc, ce n'est pas le conseil électoral. Même si on nous donne le conseil électoral, nous-mêmes, on met nos gens dedans. Si nous sommes absents aux élections législatives avec un taux d'occupation de 4% de l'espace, bon, on va pas gagner. Quelques mois des prochaines échéances, est-ce qu'on peut sagement croiser les doigts et se dire que l'élection de Cameroun reconfigurer tout au moins la tête à la direction générale pourrait sereinement organiser les prochains scrutins? Non, moi je suis plutôt inquiet. Peut-être le directeur général aura son salaire. C'est pas ce que tous les autres ont leur salaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils revendiquent encore le salaire de 2017. Et ils n'ont pas 2 occasions pour mettre la pression et avoir tout leur argent. Je crois que l'appel les rumeurs qui circulent risquent de faire des surprises désagréables aux gens. À vous? Comme ils ne sont pas payés, ils vont se fâcher et ils vont tourner la machine du côté de l'opposition. Les bulletins blancs deviendront verts. C'est pas dans ce sens qu'ils ont besoin de leur argent. Il faut veiller à ce que tous les argent ils peuvent aussi tourner la machine pour que comment peut-il passer que ceux qui auront fait ceux qui assureront leur salaire, je n'ai pas fini de parler, ceux qui assureront leur salaire passeront. Je dis qu'il faut veiller à ce que tous les arriérés soient payés avant les élections. Parce que aller aux élections avec les gens qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas leur salaire, beaucoup de choses peuvent se passer. Et j'ai peur. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Oui. Donc pour assurer leur fidélité au système, il faut qu'ils soient payés. Il va être dans la parole. Monsieur Elimi, si vous devez aller travailler physiquement et que vous n'avez pas mangé, je peux vous risquez de ne pas bien travailler. Voilà. Bien travailler, c'est quoi? Il faut être réaliste. Avant que le poète, ça me suscite quand même un commentaire. Peut-être que vous les avez sevrés un peu pour mieux les engraisser à 2 jours des élections. Non, je pense pas. C'est un problème d'arbitrage budgétaire. Vous savez quand même que les finances sont bien baissées depuis quelques temps. Et ça s'est orienté que chez Ileka. Et comme il n'y avait pas d'élection, je crois qu'il n'était pas prioritaire. Ah voilà. Peut-être cette fois-ci, il va être en quelques semaines. De façon brute, mais c'est la réalité. Avant de prendre la question de mon sentiment, puisqu'on parle de financement, il y a quelque chose que j'ai oublié dans le processus d'instituer, c'est financer. Dans le monde moderne, vous avez mis une institution, il faut réfléchir au mécanisme de son financement. C'est très important. On ne peut pas se lever et dire, bon, on demande quelque chose, on crée. Comment est-ce que cela va être financé? C'est très important. Bon, maintenant, je ne suis pas membre d'un parti politique, je suis citoyenne, j'ai ma carte d'électrice. Quel est mon sentiment? Je ne suis pas sereine. Je ne suis pas sereine. Et surtout en tant qu'intellectuel, parce qu'on enseigne quand même des choses à nos enfants à l'université. Et quand ce qui se passe au niveau de nos institutions va complètement à l'encontre de ce que nous enseignons, ça peut être très préoccupant. Alors, je dois voter. C'est vrai, je ne vais pas voter comme on vote avec la langue du sang, comme on le dit, c'est-à-dire que si c'est M. Moutembassa qui est là parce que nous mangeons le couscous et les légumes ensemble, et voilà, et je vais voter pour lui. Non, je ne vais pas voter si je n'ai pas de l'eau potable, si je n'ai pas une fiche à l'université pour briser, pour mettre, pour fixer, brancher mon ordinateur. Non. Sachant qu'il y a un parti déjà en responsabilité, on peut conclure que vous allez choisir le parti qui va vous donner de l'eau. Je suis vraiment inquiète. D'abord pour l'organe qui est censé gérer ces élections. Et je suis aussi inquiète pour les autres sujets que nous allons aborder, qui ne sont pas en dehors de l'ambiance qui entoure la période des élections. Donc, en tant qu'électrice citoyenne, je ne suis pas du tout sereine. François d'Assise-Bell, vous avez appelé 11 millions de citoyens à s'inscrire. Hein. Et d'ailleurs, c'est les camps qui managent le processus. Pour vous, ça se passe bien jusqu'à présent? Ça va mieux se passer Bon, disons que à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de notre mouvement, les choses évoluent. Nous sommes très sereins.
c'est-à-dire pour ce qui est du mouvement. Bon, alors, pour revenir donc à Ça se passe bien chez vous, pas bien chez le voisin. Non, nous ne pouvons pas rester tranquilles lorsque les choses ne se passent pas bien à Elecam. Regardez ceci. C'est Elecam qui organise les élections et nous en avons, je pense, 3 cette année. Alors, la maison qui est censée organiser ces élections est dans une instabilité. Le directeur vient d'être viré. J'avais appris que hier, apparemment, il aurait passé 4 heures à la DGRE pour être cuisiné. Alors donc, tout ceci nous pose un problème. Comment faire confiance à une maison qui n'est déjà pas stable, qui n'arrive même pas à gérer ses propres employés? Ils ne sont pas plus de 1000. Et si nous nous élevons au niveau du pays, nous pouvons avoir 11 millions d'inscrits. Comment gérer les votes de 11 millions de citoyens? Ça, c'est une énorme question. Lorsque vous-même, vous ne pouvez déjà pas gérer, je ne sais pas, 1000 employés à votre disposition. Donc, la situation qui prévaut à Elecam nous interpelle tous. Et c'est pourquoi je disais, je reviens, n'est-ce pas, à ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un problème d'homme qui se pose aujourd'hui à Elecam. Ce n'est pas un problème d'homme. C'est une structure qui a été mal conçue et forcément, l'accouchement a été aussi mauvais. Donc, il faudrait penser à restructurer Elecam. Bon, maintenant, est-ce que ce sera avant les élections qu'il faudra toiletter les textes pour... Il est tard, hein? Il est très tard. Vous comprenez donc l'inquiétude de tout le monde sur ce plateau. Voilà. Oui, juste pour compléter cette inquiétude en disant que ce manque de disponibilité, cette indisponibilité des ressources financières, évidemment, ça n'augure pas des élections qui pourront être bien organisées. C'est vrai, le budget des élections cette année a été arrêté à 50 milliards. Le budget, oui, 50 milliards. Voilà. Encore faut-il donc... Chez nous, on confond les deux. Voilà, encore faut-il avoir cet argent. Et comme disait M. Bell, à quelques mois des élections, on est dans une situation comme ça. Cela pourrait dire que ça peut servir de prétexte au report des élections. Ah bon? Ah ouais, ça c'est notre lecture. Ça peut servir de prétexte au report des élections. Au moins 2, puisque la présidentielle est bloquée par la Constitution. Elle ne peut pas être... Voilà. Donc, nous devons craindre qu'on arrive à l'idée de reporter les élections. Parce que les élections présidentielles sont relativement faciles à organiser. C'est une seule circonscription. Vous aurez quelques bulletins de vote. On aura peut-être une bonne vingtaine de candidats. Parce qu'il y a quelques-uns pénitents du mal qui tiennent absolument à être candidats. Et donc, on peut avoir quelques 20 bulletins. On passe à autre chose, Olivier Lobé. Mais si vous allez aux élections législatives et municipales, bon, vous avez à peu près 45 000 bureaux de vote qu'il faut envisager d'avoir si on atteignait des proportions importantes d'inscrits. Parce que je rappelle qu'aux élections législatives et municipales de 2013, il y a eu 22 540 bureaux de vote avec 5 420 000 inscrits. Donc si vous êtes à peu près à 7 millions, une simple règle de 3 vous amène à un peu plus de 30 000, 35 000 bureaux de vote. Il faut les pouvoir. Merci. Il faut donc, vous voyez que ça demande des ressources, ça demande de l'argent. Je voudrais faire cette précision, d'ailleurs, qui nous est envoyée par une source bien introduite et pertinente au niveau de la délégation régionale Elecam Littoral. Nous n'avons pas d'aérés de salaire, mais plutôt des aérés de paiement des cotisations sociales CNPS. Et nous sommes plus de 2000. Bon, bonne information. Donc voilà. S'ils ont leur salaire, ça veut dire qu'ils ne seront pas fâchés, ils seront fidèles à ceux qui leur payent ces salaires. En même temps, il faut leur accorder un minimum. De crédit, de bénéfice du doute. Oui, mais bon, je suis de ceux qui pensent que Elections Cameroun a beaucoup évolué. C'est beaucoup amélioré, notamment dans la gestion du fichier et la tenue donc du personnel, comme eux-mêmes sont en train de nous rassurer. Et dans l'indépendance. Et je pense que les élections que j'ai vues en 2013 étaient relativement propres. J'ai été représentant dans une commission
communal de supervision et je crois d'ailleurs que ce sont mes procès-verbaux. Il faudrait qu'on fasse au moins une heure sur le vivre ensemble. Oui. Et pour cela, il faut qu'on évacue en 24 minutes qui nous reste la question du nord-ouest-sud-ouest qui reste encore en instance. Et on va donc prendre une transition pour passer à cet autre thème de ce soir. D'abord, je présume que chacun d'entre nous a écouté le ministre de la Communication dans son bilan fait hier. Je le rappelle rapidement. Le bilan, selon le gouvernement camerounais, fait état d'un soldat blessé, 27 terroristes neutralisés, un terroriste recueilli, un autre terroriste blessé également. S'agissant effectivement des événements qui ont eu le 24 et le 25 mai 2018 dans la commune de Santa, département de la Mézam, alors que le gouvernement était accusé du moins. Les forces de défense et de sécurité étaient accusées d'exécution sommaire. François Assise, une réaction? Bon, alors, je ne pense pas, ça c'est un sentiment tout à fait personnel, je ne pense pas qu'on puisse parler d'exaction. Parce que lorsque vous avez en face de vous des personnes armées, des personnes qui prennent en otage tout un village, toute une contrée, et que l'armée réplique, on ne peut pas parler ici de massacre. Il faut préciser une chose, c'est que selon les dires du chef de cette localité, il y a le chef de Menka, voilà. Ce sont les populations autochtones qui ont fait appel, n'est-ce pas, aux forces de l'ordre. Parce que il y avait une bande armée qui terrorisait, n'est-ce pas, les villages. On prenait des gars en otage, on raquettait, on vous demandait de payer, je vais appeler ça comme une rente, une sorte de... Rançon. Une rançon. On enlevait les gens et qu'on libérait contre rançon. Donc à partir de cet instant, il y a un problème. Il y a un problème dans le pays. Et l'armée ne peut pas rester les mains croisées. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait applaudir, n'est-ce pas, ces jeunes? Donc l'armée a pris ses responsabilités. Elle a pris ses responsabilités et je pense qu'à ce niveau, c'est-à-dire que jusqu'ici, ou alors, selon les informations que nous avons, il y a eu échange de coups de feu pendant près d'une heure. Bon, certains parlent de 30 minutes, d'autres parlent de 45 minutes, mais disons une heure. Et vous ne pouvez quand même pas me dire que l'armée est venue et est entrée dans un village, a trouvé de paisibles villageois en train de vaquer à leurs occupations et a ouvert le feu pour tuer une trentaine d'individus. C'est pas ce que vous allez me faire croire. À moins qu'on me fasse comprendre aujourd'hui que les militaires camerounais sont des animaux. Alors, il y a eu un problème, c'est-à-dire un problème d'insécurité qui s'est posé, un problème de trouble à l'ordre public, et les populations locales ont fait appel à l'armée. Et l'armée est venue, a fait le travail qu'elle devait faire. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Lorsque nous sommes dans un conflit, il y a deux aspects qu'il faut toujours prendre en considération. Oui, il y a l'aspect militaire, c'est-à-dire que nous venons, nous attaquons, et puis nous... On ramène d'abord l'ordre. On sécurise d'abord le coin. Il y a maintenant une dimension de la communication. Et je pense qu'à ce niveau, c'est là où l'armée est un peu perdue, n'est-ce pas? Je rappelle que le ministre de la Communication a fait une conférence de presse hier, spécialement sur ce point, oui, avec à ses côtés le chef de la division de la communication, le colonel Badiek, du ministère de la Défense. Et d'ailleurs, ils ont fait des illustrations. On a pu voir des images assez fortes et touchantes de ce que les présumés terroristes font là-bas, bras coupés sur les citoyens. On a pu voir celle des militaires qui ont été décapités. D'ailleurs, les images ont circulé sur les réseaux sociaux, pour être un peu plus précis. D'accord. Ça, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que à ce moment précis, l'armée camerounaise n'a pas gagné la guerre de la communication. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Lorsque l'armée arrive, elle fait le travail, elle ramasse les armes et elle s'en va, laissant sur place les corps des uns et des autres. Alors, lorsque les gens arrivent avec leur téléphone portable, des caméras on filme des gens qui sont couchés sans armes. Alors, l'impression immédiate qu'on a, c'est que ce sont des villageois qu'on a exécutés sommairement. Alors, ce qu'on aurait dû faire, c'était de filmer ces gens à côté de leurs armes. C'est-à-dire qu'avec leur Kalachnikov, avec leur, je sais pas, leur RPG, et on dit, voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, on ramasse tout le monde, les corps, et on va garder dans une morgue appropriée, je sais pas, Bamenda, ou alors dans une ville qui a fortement... Mais le fait de laisser les corps là,
a fait en sorte que des gens vous avez certainement suivi, lu les réseaux sociaux, on parle de massacre, ce n'est pas mon nom, je ne me reconnais plus dans l'armée camerounaise, tout simplement parce que on a ramassé les armes et on a laissé des corps. Donc l'impression, la première impression de l'armée, seul que vous mettez un bémol sur la com. Oui, oui, au niveau de la communication, on aurait pu faire mieux. Maintenant, le colonel Badjek, donc, vous faites allusion au colonel Badjek. Bah oui, c'est tout à fait normal, c'est lui le CELCOM. Mais on ne peut pas, son impartialité, ou alors le fait qu'il soit partie prenante dans le conflit fait en sorte que, bon, sa parole ne peut pas être prise comme, c'est-à-dire une parole d'évangile. On ne peut pas croire à ce monsieur à 100%. Donc, vous voulez mettre sa parole sur la même table que la parole des terroristes? Non, je ne dis, c'est pas ce que je dis. Je dis pour ceux qui suivent. C'est-à-dire qu'ils vont dire que non, c'est quand même le communicateur de l'armée. C'est le communicateur de l'armée. Donc, de toutes les façons, il est partie prenante dans le conflit. Mais je dis, on aurait pu... ce que l'armée a fait est tout à fait louable. Merci. Mais on aurait pu gagner différemment la guerre de la communication. Sur les faits, votre lecture? Analyser la guerre ne m'intéresse pas beaucoup. Analyser la guerre ne m'intéresse pas beaucoup parce que gouverner, c'est comme soigner. On évite d'abord la guerre. Il faut qu'on soit forcé, qu'on n'ait plus autre chose à faire pour se retrouver devant un conflit. Et aussi soigner, c'est éviter d'abord que l'homme ne tombe malade. Donc, dans ce contexte-là, moi, j'ai du mal à analyser à la fois la communication et la posture, parce que la posture des différents acteurs, parce que dans cette affaire-là, on nous fait toujours croire qu'il y a deux acteurs. Mais je l'ai dit déjà sur votre plateau, dans la société, quand un conflit naît, ce n'est plus deux camps qui se font la guerre. Il y a tout autour toutes sortes d'excroissances qui rendent flou tous les enjeux qui sont au centre d'une guerre. Et moi, mon problème, c'est toujours pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et quand on en est arrivé là, c'est clair que tous les pays du monde ont combattu la sécession. Mais est-ce qu'en réalité, ce qu'on combat aujourd'hui, c'est encore les sécessionnistes? Parce que vous voyez les termes qui jaillissent. C'est terroristes, c'est sécessionnistes, on va même les appeler les nationalistes, les ambazoniens. Quel est le nom qu'on va mettre là-dessus? Mais quelles que soient les identités qui peuvent naître de ce conflit, ce qui est clair, c'est qu'un État défend d'abord l'intégrité de son intégrité. Et donc tous les pays du monde mènent une guerre féroce contre la sécession. Mais tout ce que nous avons dit depuis qu'il y a ce conflit, c'est que est-ce que nous devrions en arriver là? Il y avait quand même un ensemble de mécanismes au niveau supranational pour que il n'y ait pas ces replis. Parce que les replis identitaires ne sont pas aussi négatifs qu'on peut le croire. Hein. Moi, je suis très fière de dire d'où je viens. Hein, et de parler ma langue. On parle de vivre ensemble tout à l'heure. Voilà, le problème, c'est la manipulation. Nous allons arriver au vivre ensemble. C'est la manipulation. Et dès que c'est manipulé, ça devient difficile de démêler les chevaux. Hein. C'est bien beau, les gens vont sortir de leur grande nation, comme nous aimons les appeler, ou alors de n'importe quelle structure pour dire, voilà, il y a eu des exactions, les droits de l'homme, etc. Est-ce qu'en situation de guerre, il y a vraiment droits de l'homme? C'est une question fondamentale. Malgré toutes les conventions et textes internationaux, je pense que la guerre est quand même régulée. C'est vrai que contre le terrorisme, dans les guerres conventionnelles... Bon, est-ce que... Voilà. Parce que quel mot, comme moi je suis des lettres, quel mot on peut mettre sur cette affaire aujourd'hui? C'est une guerre, c'est quoi? C'est une guerre de sécession, c'est un conflit de quoi? C'est des terroristes qui envahissent notre pays. On n'est pas dans une configuration classique. Oui, on n'est pas dans une configuration classique. À ce moment-là, quand donc, vous parlez des conventions internationales, on n'est pas dans une situation classique. Moi, je pense que nos ancêtres, on nous dit que c'était des petits rois qui se faisaient des guerres tout le temps. Non, c'est une lecture très coloniale.
Parce que comme nous allons voir tout à l'heure avec le vivre ensemble, il faut toujours insister sur le côté négatif des différences pour pouvoir dominer. Mais il y avait, nos ancêtres se préoccupaient des alliances pour préserver, pour que la guerre ne soit que la dernière solution. Comment avons-nous fait pour préserver les multiples identités du Cameroun afin que personne ne puisse manipuler. Je vois que vous êtes un peu... Je ne suis pas en avance. Le problème, c'est que j'ai un problème. Comment je vais commenter? Je ne sais pas faire la guerre. Ah ouais. Bon, donc pourquoi est-ce que je vais commenter sur la guerre? Comment est-ce que une armée officielle peut arriver dans un espace de conflit et choisir des hommes à tuer, etc. Je prends encore la réaction sur les faits. Évidemment que dans la deuxième partie de cet autre thème, on va un peu commenter les sorties de l'ambassadeur passé. Abel Elimbi Lobé, sur les faits. Ce que nous avons comme problème, c'est le paradoxe du patriotisme camerounais. C'est comme cela que moi je vois les choses. Vous avez des gens dans notre pays qui, parce que le pays est mal gouverné, aspirent à renverser l'ordre politique, pensent que tous les moyens sont à utiliser pour atteindre cet objectif. Je suis de ceux qui pensent que le pays est mal gouverné, que nous devons changer le gouvernement. Mais je dis à tous mes amis que nous ne devons pas utiliser tous les moyens pour y parvenir. Parce qu'une fois que nous avons renversé l'ordre politique, avec des moyens qui déstructurent complètement l'État, la reconstruction de l'État peut nous dépasser. Il y a des États qui ont disparu. Il faut que tous ceux qui prennent parti contre l'armée, dans les réseaux sociaux, il y a les TGV de l'information, il y a les DG, les DSF de l'information, il y a les breaking news, il y a des gens qui sont tapis dans des pays, ils fuient le Cameroun, ils sont à l'étranger, ils jouent à être des spécialistes de premier plan pour avoir des informations de premier choix. C'est devenu une façon de vendre son existence. Vous les lisez beaucoup aussi. Non, je ne les lis pas. Je sais qu'ils existent et je sais qu'ils alimentent le malaise dont vous parlez. Je ne comprends pas pourquoi raisonnablement des Camerounais qui sont assis ici pensent que c'est quelqu'un qui est caché en France ou en Belgique, peut-être dans une petite salle, qui vit de ceux qui veulent déranger le gouvernement. Ils ne veulent pas renverser le gouvernement. Tous ceux qui produisent ces informations-là, ils sont dans l'appareil. Ils veulent perturber l'appareil, mais en même temps, ils veulent continuer de vivre avec cet appareil. Tous les petits trucs qu'on peut avoir pour déranger l'appareil, on prend, on envoie à Boris qui, on envoie à tel, on envoie à celui-ci, et du matin au soir, on vous montre des choses qui sont tout à fait invraisemblables. Donc, personne ne nous apporte la preuve de la véracité. On n'a pas la certitude que ça se passe même sur le territoire camerounais. Nous sommes dans une ère où les images sont transformables à souhait. Les téléphones ont des logiciels susceptibles de modifier toutes sortes d'images. Et vous avez des Camerounais qui se disent Camerounais, qui entrent dans une manipulation permanente de l'information pour entretenir une psychose sans fin. C'est de ça que je parle. Ces gens-là, je pense qu'ils doivent aussi être combattus. Parce que, comme madame disait tout à l'heure, elle n'arrive pas à comprendre s'il s'agit encore d'un conflit politique. Mais madame, nous devons avoir la capacité de situer les responsabilités. Quand les gens ont dit qu'ils allaient prendre des armes, on leur a dit, ne prenez pas les armes, parce que quand vous allez commencer, vous ne saurez plus ce qui va se passer. Ça va dériver, ça ne sera plus les sécessionnistes, ça sera ce que vous êtes en train de décrire. La prolifération des groupes incontrôlés qui n'ont rien de politique, qui sont commandés par des petits seigneurs de guerre, qui n'ont plus rien à voir. Ils ne parlent pas de sécession. Ils vous parlent de rançon. Ceux qui pensent que c'est une guerre de sécession, c'est simplement nous qui accusons ceux qui ont tenu le discours de la sécession pour justifier la prise d'armes. Ils ne sont plus les maîtres de cette affaire. C'est des groupes de bandits qui ont récupéré cette affaire. Donc,
Évidemment, nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Et je ne comprends pas la posture des Camerounais de bon sens qui prennent l'armée qui est formée pour défendre l'intégrité de notre territoire et qui est assujettie à des règles bien précises et qui veut que l'armée respecte ces règles-là face à des gens à qui personne ne demande d'avoir des règles. Personne ne demande à tous ces bandits d'avoir des règles. Eux, ils peuvent couper les bras, ils peuvent prendre des rançons, ils peuvent tout faire. Et ce sont nos propres compatriotes, sous le prétexte de faire de l'opposition, qui disent que c'est bon de faire ça. Parce que ça va faire en sorte que l'armée sera faible. Moi, je ne veux pas que notre pays ait une armée faible. Je pense que nous pouvons renverser le régime avec une bonne organisation politique, avec un bon discours pour les élections, avec une bonne... que vous essayez. Oui, de toutes les façons, ceux qui ont essayé dans leur dispersion n'ont jamais rien réussi. On n'a pas de choix. On sait ce que la dispersion, 2500 candidats, 2500 candidats, 36 000 discours, 250 projets différents, on sait que ça a donné depuis 15 ans, 26 ans, 15 échecs. Merci. Donc, changeons et ne soutenons pas l'idée que pour renverser le régime, nous devons déstructurer l'État. La Somalie a disparu, pas avant, mais après le renversement de Siad Barré. C'est quand on a renversé Siad Barré qu'on a trouvé qu'il n'y avait plus rien et jusqu'aujourd'hui, on en a pas commenté l'actualité. Oui, disons que dans cette histoire, député, je l'ai dit ici sur ce plateau, nous avons dépassé la limite de rupture. Et quand on a dépassé cette limite, tout peut arriver. Et on voit bien comment cette crise est en train de faire des métastases. Vous savez, ça va dans tous les sens. On ne maîtrise plus trop la communication, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et depuis que l'État a verrouillé les flux financiers avec l'extérieur, tous ces seigneurs de guerre qui se sont créés, qui ont créé de nouveaux jobs, ont besoin d'argent pour vivre. Ils commencent à rançonner les gens par-ci, par-là. Ça crée la situation qu'on a aujourd'hui. Et pour ce qui s'est passé, c'était encore quelle ville, là, comment on appelle Menka. Menka, voilà. Bon, il y a beaucoup de versions qui circulent, mais ce qui semble vrai, c'est que de nouveaux groupes qui se sont créés, et derrière ce groupe, on soupçonne une certaine élite. Parce que les guerriers d'Ambazonie, ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Alors, on soupçonne de nouveaux groupes qui se sont formés pour diaboliser aussi les Ambazoniens. Voilà. Et du coup, comme eux sont en ville, parce que les Ambazoniens sont dans la forêt, eux sont en ville, ils ont délogé les responsables d'un hôtel, ils ont plié l'hôtel, ils ont commencé à rançonner les populations, prendre des filles, violer, et ceci, cela. Parce que comme il a dit le jeune, c'est la population qui appelle les forces de défense. Et il y a eu échange de tirs. Ce n'est pas que les forces sont venues canader comme ça, mais il y a eu échange de tirs. Et quand il y a échange de tirs, pour vous garantir que si vous êtes sur la direction d'une balle, vous allez tomber. Donc il y a eu cet échange de tirs qui a entraîné le résultat, le bilan qu'on a. Et au jour d'aujourd'hui, ceux qui se disent ambazoniens estiment que ce n'est pas eux qui étaient là-bas, c'est des nouveaux groupes formés par une certaine élite qui essaie aussi de diaboliser les Ambazoniens. Oui, tout ça, c'est du blabla. Ça commence à être très compliqué, comme madame a dit. On ne voit plus clair dans cette histoire. Vous les connaissez? Hein? Vous connaissez ces élites? Ah non, moi je ne connais pas. Moi, je connais pas. Okay. Parce que, moi, je voudrais ajouter quelque chose à la suite de... Parce que dans cette histoire, on est parti, on est déjà dans une zone de non-retour. Il faut des mesures exceptionnelles. Il faut arrêter cette guerre. Je crois que c'est une guerre inutile. Mesures exceptionnelles, c'est-à-dire? Ah ben, je l'ai déjà dit ici sur le plateau, je ne vais pas recommencer. Ben, moi, je joue souvent des tours. Hein. Ah bon? Ce que moi je vois comme mesure exceptionnelle, c'est déjà commencer par un cessez-le-feu de tous les partis, que ce soit les forces de défense ou bien les Ambazoniens et autres, et que derrière ça, on essaie de mettre en place immédiatement, comment je veux dire... une interposition? Non, pas une interposition, qu'on libère tous ceux qui ont été arrêtés et qui et dont on a la preuve que peut-être n'ont pas tué ou n'ont pas agressé. Parce qu'il y en a.
Mais il y en a qui ont tué, il y en a qui ont agressé, il y en a qui ont posé des actes répréhensibles. C'est là, on doit les condamner, ça c'est normal. On n'a pas dit de libérer tout le monde comme si tout le monde n'avait rien fait. Derrière ça, mettre un plan Marshall qui peut permettre de reconstruire tout ce qui a été détruit, public comme privé, faire revenir les réfugiés. Alors, faire venir les déplacés et mettre un dialogue. Le nez pointé de la communauté internationale. Mais tu étais plutôt intéressé, tu m'as dit que ta mémoire te fait... Non, c'est bon, je me suis retrouvé. Bon, merci. Donc, pour dire que cette guerre se complique chaque jour davantage, il faut faire quelque chose très rapidement. Moi, je crois que nous devons faire attention. En embrayant sur le rôle de la communauté internationale aussi. Hein. Oui. Nous devons faire très attention de ne pas jouer le jeu de tous ceux qui peuvent soutenir d'une certaine manière, de près ou de loin, ce conflit. La stratégie, on la connaît, on l'a vu ailleurs. Des gens pour des intérêts occultes, mais qui sont des intérêts économiques, soutiennent des guerres de cette nature pour qu'il y ait suffisamment ce type de désordre et proposer des solutions qui ont fait leur preuve ailleurs. C'est une interposition qui concourt justement à la partition. Moi, je ne vois pas pourquoi tout le monde peut considérer que notre État est fonctionnel, qu'il a une armée qui est en train de faire son travail, et en même temps laisser circuler de près ou de loin, ou clairement ou implicitement, l'idée qu'une force d'interposition doit venir se mettre entre l'armée camerounaise et des bandits camerounais. Pourquoi vous n'appelez pas une force d'interposition pour gérer l'insécurité dans nos villes tous les jours? Nous sommes dans une situation d'insécurité que des gens ont eu la maladresse de développer sous le couvert de revendications politiques. Donc, et moi, je me réjouis de voir que l'évolution de cette guerre montre très bien que les revendications politiques qui ont été avancées, c'était des épouvantails. C'est sur votre plateau ici que M. Evin comme et moi-même, au lancement de cette guerre, nous avons dit que les revendications corporatistes qui ont servi à faire croire qu'il y avait comment on appelle ça, un enfer dans cette partie du territoire-là, étaient un épouvantail. Maintenant, nous y sommes. Non, je pense que je suis de ceux, même pas que je pense, je soutiens que le discours sécessionniste qui a servi à alimenter cette guerre soit ce qui sert à l'armée d'aller au fond. La sécession en Inde, du Cachemire indien, ne s'est pas soldée dans un dialogue. On a maté les sécessionnistes. Aux États-Unis, les sécessionnistes ne sont pas assis sur une table. On a écrasé la sécession avant de commencer à dire qu'on écoute X ou Y. En Irlande, en Angleterre, l'armée anglaise n'a pas fait qu'on s'assoie sur une table de discussion avec les Irlandais. On a maté la rébellion irlandaise avant de dire que maintenant on peut voir. Au Sénégal, 40 ans de guerre avec la rébellion casamançaise, on ne s'est assis nulle part. J'ai fait mes études là-bas. On a combattu la rébellion. La rébellion camerounaise doit être combattue jusqu'à son éradication avant de commencer maintenant à faire la politique. Donc, pour que cela serve de leçon. Que la politique, c'est l'affaire des civils. Si vous voulez faire la guerre, vous allez dans l'armée. Donc vous ajoutez vos cordes vocales à toute cette cohorte de personnes qui a dit stop et non à l'ingérence étrangère. Vous aussi? Non, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat parce que tous ceux qui parlent de l'ingérence ne sont pas en train de se plaindre des outils de combat que ces pays qu'on vilipende nous donnent. Bon, vous ne reviendrez pas dessus parce que la question était posée avant. Oui, alors... là on est maintenant sur l'ingérence. Hein. D'accord. Alors, quand on parle d'ingérence, je vois ici la sortie de l'ambassadeur américain, je crois que c'était le 17 mai dernier. Alors, l'ingérence, c'est quoi l'ingérence? On considère l'ingérence comme étant l'intervention, n'est-ce pas, d'un pays étranger dans le fonctionnement d'un autre pays. C'est-à-dire que ce pays vient donner des ordres, vient donner des leçons. Est-ce que dans le cas de l'ambassadeur américain, il y a eu ingérence? À mon avis, je ne pense pas qu'il y a eu ingérence. Parce que, première chose, il s'agit d'une demande, si vous voulez, d'un conseil. C'est-à-dire l'ambassadeur demande au président de réfléchir à comment il va entrer, il entrera dans l'histoire.
Ça, c'est un conseil. Et je pense quand même que nous avons souvent l'habitude d'entendre des textes envoyés à Washington ou bien ceux de Washington, pays frère, pays ami. Donc si un frère donne un conseil à son frère, dit quelque chose, c'est un conseil qu'il lui donne. Et ce n'est pas quelque chose de tuant. Ce qu'on peut reprocher à l'ambassadeur américain, sur ce point, c'est d'avoir mis sur la place publique une causerie qui était censée être, qui devait rester en 4 murs. Peut-être, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Alors donc, à partir de cet instant-là, on ne peut pas, c'est-à-dire je n'entre pas dans ce concert de condamnation qui dit qu'il y a une... Il n'y a pas eu ingérence, c'est juste un conseil. Moi aussi, je ne rentre pas dans ce concert de condamnation, parce que je pense que il y a une grosse hypocrisie dans ce pays, qui est gérée par des gens, que ce soit dans mon parti, ou bien de l'autre côté. Beaucoup aimeraient bien que le président Biya se casse la gueule. Beaucoup en off ne soutiennent pas le président Biya. Mais devant vous voulez dire que certains ont manipulé l'ambassadeur des États-Unis pour qu'il vienne... Non, je ne parle pas de la manipulation. Je dis ceux qui se lèvent là et bombent le trosse, parlant d'ingérence, parlant de ceci, cela. Curieusement, c'est comme s'il y a une unanimité à soutenir le président Biya. Pourtant, les mêmes veulent que Biya tombe le plus rapidement possible. Tu l'as senti, les Jean-Jacques Kindi... Je ne veux citer personne, ils se reconnaissent dans tous les cas. Voilà, donc ça veut dire que... Jean-Jacques Kindi n'est pas RDPCiste. Ils sont dans le RDPC. Donc, je dis que même dans l'opposition aussi, il y en a... Mais nous, dans l'opposition, on vous a déjà dit que 35 ans... Quand tu parles, on te laisse parler. Écoute, tu nous dis d'accord. Nous, on est au ciel ouvert. Quand tu envoies l'armée aller mater, parce que tu voudrais bien que les mains du président soient pleines de sang, ça t'arrange. Que l'armée fasse son boulot. Que l'armée fasse son boulot. Pour le moment, c'est lui le chef des armées. Mais il a déjà envoyé l'armée. Il a déclaré la guerre. Vous voulez qu'il fasse une mauvaise guerre? Laisse les autres parler. Moi, je veux qu'il fasse une bonne guerre. Moi, je dis ceci. Il y en a qui sont que dans l'opposition, ou du RDPC, qui montent au créneau, par le nationalisme, par l'ingérence et tout. Les mêmes, en offre, veulent la chute du président Biya. Il ne faut pas, on ne tombe pas dans ce piège. Le président Biya doit faire attention à la sortie de l'ambassadeur. Il faut être, à son niveau, je pense que vous ne pouvez pas le tromper. Il sait ce que ces grands pays font. C'est vrai qu'il y a un langage diplomatique qu'on présente aux gens, mais en dessous, parfois, ce n'est pas diplomatique, c'est très dur. Moi, j'ai suivi un reportage de une rencontre entre Sarkozy et Poutine, où Sarkozy, pour la première fois, arrive là-bas et essaie de parler à Poutine comme s'il se valait. Et Poutine a recadré Sarkozy, qui est sorti de là comme s'il avait bu une bouteille de vodka. Il était sous. Donc, les journalistes ont cru qu'il avait saoulé, alors qu'en fait, il venait de prendre une douche très froide, parce que c'est très dur dans la relation internationale. Donc, il ne faut pas que les gens trompent le président Biya. Les Américains ont fait la sortie. Il y a des choses qu'on peut peut-être reprocher à l'ambassadeur. Mais moi, je pars sur le fond. Je veux dire, ce qu'il a dit, il faut prendre ça au sérieux. Parce que les Américains peuvent nous imposer leur façon de voir les choses, qu'on ne le veuille pas. Les Américains peuvent nous forcer la main. Les Américains peuvent nous déstabiliser. Les Américains peuvent exacerber cette crise. Mais les Américains peuvent aussi venir nous aider à sortir de cette passe difficile. Donc je pense qu'on ne peut pas négliger l'apport. Et Limbi l'a dit tout à l'heure, en parlant des avions, par exemple, qui ont été donnés. Pourquoi on prend les avions et on commence à refuser les conseils? Moi, je dis, on doit regarder de très près tous ceux qui montent au créneau là et par le patriotisme. Parce que je peux vous garantir, il y en a qui ont le dossier au TCS, qui veulent se faire voir. Et en pensant que le président peut être souple avec eux. Il y en a qui cherchent des promotions. Il y en a qui veulent que le président chute. Donc, il y a tout ça mélangé. Et je crois que le président Biya, c'est quelqu'un de très intelligent. Et je crois qu'il va prendre le recul nécessaire et ne pas négliger cette sortie. Parce que beaucoup veulent qu'il aille se taper au mur. Parce que vous savez, les Américains... Il y en a même qui demandent qu'il soit traduit vous savez, à la CPI. Il y en a qui veulent que cette tuerie qu'il y a en ce moment dans les zones de crise, qu'il y ait suffisamment d'éléments qu'on prenne pour mettre sur le président Biya après. Pour vous garantir que si les Américains voulaient faire quelque chose comme nous sans passer par le président, ils peuvent le faire. Ils ont les moyens de le faire. Rien ne peut se faire. Moi, je vous dis quelque chose juste entre parenthèses, où un ambassadeur américain est allé quelque part ici, dans une zone de haute sécurité, où les gens ont prévu un certain nombre de choses, mais l'arrivée de l'ambassadeur a créé un brouillard sur peut-être 5 km à la ronde. On n'a rien noté, on n'a rien pris, tout ce qui était dans les machines, grillé, grippé. C'est les gens qui ont tout ce qu'ils veulent.
Il suffit de mettre un porte-avions au golfe de Guinée ici, personne ne va plus parler là. Hein. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas envoyer le président Biya se couiller contre plus grand, plus fort, parce que s'il faut être fort, s'il faut être... s'il faut être... Attends, je vais chuter par là. S'il faut être au même niveau que les autres, il faut développer une grande armée, avoir une puissance de feu qui fait que les autres vous respectent. C'est par votre puissance de feu qu'on vous respecte, ce n'est pas par la diplomatie. Yvette. Je prendrai par là où il a laissé pour dire la première chose, c'est que moi j'observe les ambassadeurs de toute cette chancellerie au Cameroun. Je suis étonné par tout ce tollé d'indignation sur l'ingérence. Ils se baladent, ils sont intronisés. Ils sont intronisés et je ne vois pas les penseurs du pays dire mais non, la diplomatie elle est discrète. Ils se baladent, ils sont intronisés là aussi. Vous, le Camerounais, vous demandez à être intronisé, personne ne vous donnera ses atours. Vous voyez? Et depuis un certain temps, les ambassadeurs sont sur les chaînes de télévision du Cameroun. Et quand vous voyez la posture, même parfois, des directeurs de ces chaînes et de leurs journalistes devant ces ambassadeurs, on n'a pas entendu des gens qui s'indignent aujourd'hui de l'ingérence, disent mais quelle est cette affaire où des ambassadeurs vont partout comme ils veulent, disent n'importe quoi, quand ils veulent, comme ils veulent. Deuxièmement, ils vont n'importe où, mais ils donnent des cadeaux. Et on nous présente tous ces cadeaux sur les chaînes de télévision. Là, on ne parle pas d'ingérence. Je crois qu'il faut construire une dignité. Une dignité face aux autres peuples. On est dans un pays où tous les jours à la télévision, on vous montre qu'un pays, une chancellerie nous a offert quelque chose. Tous les jours. Pourquoi ne nous indignons-nous pas? On vous montre que telle chancellerie vraiment va venir nous aider à organiser tel pan de notre, de notre société. Pourquoi on ne parle pas d'ingérence? Moi, je pense que là, je parle en tant que littéraire, nos écrivains, qu'ils aient écrit des romans ou des essais, depuis les années 50 jusqu'aux années 2000, de Mongo Betty au Congolais Alain Mabankou, en passant par Soni Laboutansi, ils ont tous dit que nos dirigeants africains ont cédé notre souveraineté en se faisant des amis dans les chancelleries occidentales. Donc moi, je ne peux pas me mettre devant une chaîne de télévision pour défendre la question de l'ingérence, parce qu'elle est là. Ce n'est pas parce que les logiques néocoloniales sont souterraines. Parfois, elles sont même plus visibles hein, que souterraines. Alors, que peuvent les Américains? Moi, je veux... Cette question-là, je ne l'avais pas, parce que j'aurais voulu qu'on ne la posât pas. Mais pour le moment, ils peuvent. Ils peuvent avoir une capacité de nuisance, parce que nous, nos dirigeants ont permis qu'il l'ait. Si nous construisons une dignité qui fait qu'on ne sert pas à la jeunesse tous les jours, les cadeaux que d'autres nous ont offerts. Si on cesse de les présenter comme des grandes nations démocratiques et qu'on construit tout un processus de reconquête de notre dignité en suivant tout ce qu'ont dit les Aimé Césaire et les Léopold Sédar Senghor, alors là, on peut se mettre debout et parler des questions d'ingérence. Vous voyez, je suis un peu gêné, mais ce qui m'inquiète, c'est que cette question d'ingérence arrive à quel moment? En 2011, on a eu ce même discours. Et je me demande si cette connivence entre les chancelleries occidentales et nos dirigeants, ou alors entre les chancelleries occidentales et nos ennemis intérieurs, qui ne sont pas encore dirigeants, peut-être qui veulent accéder à la gestion des affaires, je me pose bien la question de comprendre si cette connivence-là va un jour, comment je vais dire, trouver une issue. Parce que chaque fois que nous voulons accéder au pouvoir, nous comptons sur les chancelleries occidentales. Toujours. Et du coup, la question de que peuvent ces gens-là, elle n'est pas une question banale. Elle n'est pas une question banale. Pourquoi ne construisons-nous pas de manière endogène la capacité à nous gérer par nous-mêmes? On ne peut pas se réveiller un matin, crier à l'ingérence, alors qu'au quotidien, il y a ingérence. Et que parfois, ce discours sur l'ingérence, et c'est ce que je voulais relever, est manipulé. Puisque aujourd'hui, tout le monde va se lever pour défendre la nationalité camerounaise. On va complètement oublier que
Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous avons un vous ensemble soupçonnez l'ambassadeur américain de jouer le jeu? Mais pourquoi pas? Vous savez... C'est-à-dire qu'il met la pression et puis tous les Camerounais se disent ne touchez pas à notre souveraineté, conséquemment protéger notre président. Vous savez, en politique, ce qu'on voit, c'est pas ce qui est visible. Mais il peut causer avec notre chef d'État et puis il lui dit, bon, quand moi, je crois qu'en diplomatie, c'est quand je vais sortir là, les journalistes vont me poser des questions, voilà ce que je vais lui dire. Mais vas-y, dis-le lui. Et quand il le dit, déjà récupère pour nous dire, bon, vous avez vu, voilà l'ingérence, et du coup tout le monde se lève pour nous dire non, là il faut défendre notre territoire. Comme nous sommes maintenant électoral, donnons encore 7 ans à Paul Biya. Nous sommes menacés. Nous montrons aux Américains que vraiment... Vraiment, qu'est-ce qui peut venir nous dire? C'est ça qui m'a vraiment gêné. C'est ça qui m'a gêné dans cette histoire d'ingérence. Il y a de la manipulation, bien sûr. Il y a une grande manipulation. Il n'est d'ailleurs pas exclu que certains milieux du RDPC savaient que ça va se dire. Pour ensuite organiser tout ce tétament. Monsieur je vais ajouter un peu. Comment pouvez-vous comprendre qu'un ambassadeur... Parce que nos chefs d'État sont puissants, mais ils ne sont pas puissants pour nous. Hein. Ils sont puissants parce que nous avons des ressources. Et ils négocient ces ressources avec des gens. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'un ambassadeur cause avec un président et il sort dans la rue et il... Non, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Quand il est sorti... Bon, c'est une image. Quand il est sorti, quand il a parlé, il était correct au niveau des médias. Mais il allait sur le site, dans le site de l'ambassade, communiquer, à partir d'un communiqué. Maintenant, est-ce qu'il a dit aux gens, j'ai mis quelque chose là-bas à les lire, ou bien les gens par curiosité sont allés, ils ont pioché, et ils ont mis au public. Mais ils savaient que ça allait être, ils savaient que ça allait être lui. Moi, j'ai peur de la manipulation. Dans ce que vous nous dites, c'est qu'il a fait ça très loin de l'ambassade, dans des conditions où il peut même être en train de mentir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je suppose. Non. Puisqu'il le dit, il ne le dit pas à la sortie du palais, il le dit complètement en off. Il peut dire qu'il a dit des choses qu'il n'a jamais dites. C'était une interview qui n'a pas duré 1 minute, c'est pour 30 secondes ou 45 secondes. Donc, il ne peut pas dire grand-chose. Mais il y a quand même un autre élément qu'il faut relever. C'est que dans le communiqué final dit par nos confrères des médias publics, il était dit que l'ambassadeur est venu féliciter le président de la République pour le 46e anniversaire. Peut-être que l'ambassadeur... Mais tu es bien placé pour savoir comment ça se passe dans ces choses-là. Vous savez ce que vous coupez. Je n'ai pas dit que dehors, même sur les réseaux sociaux, c'est dehors. Absolument. Parce que ce n'est plus avec le président. Est-ce qu'un ambassadeur peut venir dire comme cela, parler de manière aussi facile, d'une conversation qu'il a eue avec ça peut un être une président technique pour mettre le président en difficulté. Bon. Parce qu'il n'était pas obligé de le dire à l'extérieur. Voilà. Vous comprenez? À ce moment-là, moi... La raison pour laquelle il faut prendre au sérieux et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. À ce moment-là, moi je me dis, ça ce sont les éléphants qui se battent. Et je ne veux pas me mettre devant les chaînes de télévision pour dire vraiment je veux défendre le Cameroun contre la mairie. Parce que quand ces gens-là... Non, ça c'est devant la télé, madame. Dès qu'il y a un peu de bruit, là, ils disparaissent tous. On a évacué la question. Je constate simplement qu'on n'est pas forcément... Même ici, les amis de Limbi, quand parfois ils veulent faire des marches dans la ville, et ils ont le plan B pour fuir quand le camion anti-émeute arrive. Et ils courent plus que des lièvres. Et ça va où ils passent. Oui, bon, je veux dire que... chacun s'en a fait une idée. Un dernier mot, vraiment un dernier mot. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire, oui, très rapidement, concernant la sortie, comment on va dire, boucler cette crise anglophone. C'est-à-dire qu'à ce niveau, je pense qu'il y a 3 types de solutions qu'il faut prendre. Au premier niveau, il y a ce qu'on va appeler une solution subjective ou alors psychologique. Si vous voulez, il faudrait que le président se déplace quand même. Qu'il aille là-bas. Dans les zones anglophones. Là, il y a trop d'insécurité. Deuxième niveau, il n'y a plus de débat. Il y a trop d'insécurité. Deuxième niveau. Deuxième niveau. Je vous en prie. Deuxième niveau, le deuxième niveau, c'est une solution objective. Depuis 22 ans, il y a ce qu'on appelle la décentralisation qui est inscrite dans la Constitution. Il faut accélérer la décentralisation. Il faut accélérer la décentralisation. Troisième niveau. Et troisième niveau, c'est une mesure projective. Pour l'avenir, il faudrait déjà penser, il faudrait quand même qu'on passe dans ce pays à une alternance dans l'alternance. C'est-à-dire quoi? Qu'il faudrait qu'il y ait un président francophone et un président anglophone. C'est compris. C'est-à-dire, même si ce n'est pas immédiatement, mais au moins après 2 présidents francophones, qu'un président anglophone arrive. Cela peut apaiser des tensions dans ce pays. Transition, et puis on parle du vivre ensemble.
Évidemment que la question nous est inspirée des faits récents. En 2 mots, les chefs du canton Bélé du côté de Bonanjo, bref, c'est Bonanjo, Bali. Commando. C'est un commando là-bas. Entre autres, non. Bonapriso. Alors, ces chefs-là se sont levés tous comme un seul homme avec leur cours, donc la population de ces cantons-là, pour aller marquer leur désaccord hein, d'un acte posé par la communauté urbaine de Douala, qui était en train de construire une stèle pour honorer la mémoire de Robin Oumniobé, combattant de la liberté de l'indépendance du Cameroun. Et du coup, un tollé général s'en est suivi. On a pu voir ci et là des Camerounais qui s'en sont offusqués, donc on estimé qu'ils auraient pu commencer par descendre la statuette du général Leclerc. D'autres ont crié au tribalisme contre une autre communauté. On a pu également voir les gardiens de la tradition Bassar qui sont sortis de leur réserve pour exprimer leur désaccord. On a pu voir dans la même mouvance le Ngondo qui a fait une conférence de presse mais qui a parlé de tout sauf de cette question-là. Et chose peut-être curieuse, un mutisme, et je vais peut-être le dire, me redire pour mieux le faire comprendre, assourdissant de la communauté urbaine de Douala, qui est pourtant au centre, du moins l'un des acteurs principaux de cette affaire. D'abord, je voudrais que chacun me donne la lecture qu'il fait de cette situation, et puis on va peut-être interroger véritablement les questions de vivre ensemble au Cameroun. Ça se voit sur les réseaux sociaux, ça se voit un peu partout. C'est davantage des identités de groupe qui se mettent en exergue. Au départ, ça semblait ne pas être, je veux dire, comme institutionnalisé. Quand des gens veulent faire des recrutements dans les entreprises, on s'intéresse d'abord au groupe auquel on appartient. Quand des gens veulent mener des actions ensemble, c'est d'abord... bref, on va interroger le vivre ensemble, mais ce sera après avoir commenté ou dit le sentiment que chacun ici ressent de ce qui s'est passé du côté de la rue Ndjonjo samedi dernier. Je commence peut-être par vous, Robert Mouté-Ambassa. Oui, c'est très difficile et délicat. Mais en même temps, je pense que ce qui s'est passé, c'est samedi, c'est ça? Oui, samedi dernier. Mais gêne énormément parce que, vous savez, les chefs traditionnels sont les gardiens du temple. Et c'est vrai que beaucoup ont très vite généralisé en parlant des chefs Sawa. Moi, je ne sais pas, je connais quelques-uns, mais j'ai beaucoup plus vu le chef du canton Bel. Je n'ai pas trop vu les autres, peut-être qu'ils étaient là, mais les vues qu'il y avait à partir de la télé, je n'ai pas pu... En disant que c'était le chef supérieur et les autres chefs de divers degrés, mais appartenant tous au canton Bel. Voilà. Donc c'est ça. Donc à la tête, c'était le chef du canton Bel. Moi, je pense que, vous savez, les chefs doivent être mesurés. Il a peut-être des reproches à faire à je ne sais pas trop qui. Mais se mettre en tête d'un groupe pour aller vandaliser la clôture et puis faire des rites, dans le sens que si quelqu'un venait à travailler, allait mourir, je crois qu'il est allé un tout petit peu au-delà de ses responsabilités de chef traditionnel, gardien de la tradition. Et ça m'a gêné, comme ça a gêné tout le monde, parce que cette stèle qu'on doit mettre en place, c'est quelque chose qui a été discuté, accepté dans le cadre d'une délibération à la communauté urbaine de Douala et qui a été validé par l'autorité de tutelle qui est le préfet, d'après les indications qu'il y avait sur la plaque que j'ai lues. Donc c'est quelque chose qui devenait public. Et donc, quand un chef se met devant avec ces sujets, aller casser la clôture symboliquement pour manifester un mécontentement, je pense qu'il est allé un peu au-delà de ses limites, de ses pouvoirs. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas un bon exemple. Il est souhaitable que... Je peux vous dire que ces stèles qu'on va mettre... moi, j'ai contribué. Parce que vous savez, beaucoup ne savent pas, beaucoup pensent que la communauté a donné des millions pour faire ça. Non, la communauté a pris en charge le socle. Et elle a fait un marché qui a été gagné par une entreprise qui devait faire le socle. La stèle, c'est des artisans camerounais originaires de Fumban, et avec l'aide de Issama Blaise, là,
qui ont offert gracieusement cette stèle qui est en ce moment à Bonamoussadi, qui doit être transportée. Moi, j'ai été informé de ça pendant que je faisais le sport au parcours Vita, et sa maman a approché. Moi, j'ai donné une enveloppe, j'ai donné ma contribution. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. C'est pas... Beaucoup pensent qu'il y a beaucoup d'argent qui a circulé là-bas. Non. La communauté a pris le socle et puis la stèle est offerte par les artisans qui espèrent qu'une fois mis en place, leur travail sera vu et apprécié, et peut-être que les autres héros de la Mangabel, Gossodine, vont profiter, et on va choisir de nouveaux... J'ai pas fini. De nouveaux carrefours pour les placer. Moi, je pense qu'il n'est pas tard. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Je crois que le chef du canton peut revenir en arrière et aller dans le sens contraire des rites qui ont été faits pour permettre que les gens continuent de travailler, parce que les gars de la communauté ont arrêté de travailler, mais Sama lui continue, parce que lui, il n'y croit pas trop. Bon, les autres y croient, et donc ils ne viennent pas. Moi, je pense que le sous-préfet de Douala Premier, Tchakui, doit s'entretenir avec le chef de canton pour voir comment calmer les choses. Non, parce que... Non, il faut terminer, il faut terminer. On prend... Et limite par le 5, c'est des... Oui, vous allez revenir. François d'Assise. Quand c'est moi, vous me coupez. François d'Assise. Donc, je vais terminer par... Et limite parler comme il veut. Donc, je dis ceci. J'espère que le sous-préfet et le chef de canton vont se parler pour essayer de trouver une solution, et que les gens doivent comprendre une fois que tous les héros nationaux, qu'ils soient de n'importe quelle tribu, sont les héros de la nation Cameroun. Vraiment, merci. Ils n'ont plus de tribu. Merci. Oui, je vais commencer mon argument là où monsieur le grand frère Mouti l'a déposé. Je suis un peu mal à l'aise, n'est-ce pas, face à cette situation, à ce que nous tous avons observé l'autre jour. C'est-à-dire la destruction de ce chantier en plein Douala. Mais on peut comprendre, nous pouvons comprendre les chefs Douala. Pourquoi nous pouvons comprendre? Le chef du canton Bel. Les chefs du canton, voilà. Les autres ne sont pas concernés. Ça fait 15 minutes que vous venez de parler seul. Les autres ne sont pas à l'aise aussi. Laissez François d'Assise. Qui vous a dit non, laissons-le développer. Mais c'est le chef du canton Bel. C'est-à-dire, observer une ville Permettez, je suis un peu mal à l'aise de faire cette précision, mais compte tenu du débat, du contexte, je préfère le dire. Il faut dire que vous êtes un Bel, mais pas un Bel du canton Bel. Bon, d'accord. Vous êtes Bel d'Union et Kélé. Oui. Voilà. Bon, pas de confusion possible. Non, vraiment, je m'excuse pour faire cela, mais c'est bien d'intégrer ça dans le jeu. Pour qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne se sentent pas voilà. Merci beaucoup. Je suis un Bel d'Union et Kélé. Voilà. D'accord. Alors, donc, je disais ceci. Nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, la colère des chefs du canton Bel. Observez une ville comme Douala. Je pense qu'il n'y a qu'une seule statue dans une ville comme Douala. C'est-à-dire celle qui se trouve à Bonadjo. Et c'est la statue d'un étranger. Alors, il va donc se créer... On l'a mis en prison. Hein. Voilà. Il va donc se créer une sorte de compétition. J'ai envie de parler de reconnaissance. Pourquoi venir installer à Douala la statue d'un Bassa d'Union Ekele, bien qu'il soit un héros national? C'est parce que l'offre, n'est-ce pas, l'offre de statue n'existe pas. Or, si nous avons une politique, et c'est ce que nous proposons, nous avons une politique de diversification et même de massification des statuts, c'est-à-dire de multiplication de statuts. Si en une année, vous pouvez proposer aux gens de Douala la construction de 2 ou 3 statuts, ce type de problème ne se poserait pas. En 60 ans, nous avons une seule statue, et c'est celle d'un étranger. Alors lorsque vous venez ériger la statue de quelqu'un, d'un Camerounais, vous commencez par la statue d'un Ruben Oumiobe en plein Douala. Donc, on peut comprendre, sans la défendre, nous pouvons comprendre la colère des chefs Douala. Mais il faudrait passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est quoi? Il faut faire comprendre aux gens qu'un héros est un patrimoine national. Un héros n'est pas quelque chose... Ruben Oumiobe n'est pas propre au Bassa, c'est-à-dire Oignon Ekele et à la Sanaga Martin. Non, c'est quelque chose de... Sa mémoire doit être nationale. Si nous arrive aujourd'hui de construire la statue de Oumiobe en plein Bafoussam, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Il ne devrait pas avoir un problème. Si nous devons construire la statue d'un Amadou Aïdjo, je ne sais pas, à Ebolova, il ne devrait pas avoir un problème. Mais nous avons ce problème-là parce que dans nos villes, nous n'avons rien.
il y a une rue, Ruben Oumniobe, il y a peut-être une place, je pense. C'est la même rue qui va de Commande à Dominique Savio. Mais il devrait avoir une statue. Les rues Douala Mangabel, qui je ne connais pas, on devrait avoir. À Yaoundé, par exemple, il y a l'avenue Kennedy, il y a un buste du président Kennedy. Mais ce n'est pas quelque chose qui... Kennedy n'est pas camerounais. Pourquoi n'est pas allé... Pourquoi je sais pas, les Voratemengo, ou bien je ne sais pas qui est là, n'est pas parti. Ces gens ne sont pas partis déboulonner la statue le buste de... Donc, il faut comprendre que nous sommes dans un environnement où des gens comme Oumniobe n'appartiennent plus aux tribus, mais font partie de ce qu'on appelle le patrimoine national camerounais. Et je voudrais quand même partager un sentiment qui m'anime, c'est d'observer cette richesse. Vous êtes un bel Union Ekele, il y a des belles ici à Bali. Donc ça montre quand même... Oui, Abel Elindi sur la question. Ce que moi je veux dire, c'est que nous devons faire très attention au comportement des hommes politiques. Les hommes politiques sont des gens... Tous les conflits que vous voyez à travers le monde, là, c'est les hommes politiques qui les allument. C'est eux qui les allument par des calculs qui parfois n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Nous devons faire très attention par la manipulation dont on peut faire des héros nationaux. Il ne suffit pas de dire les héros. Mais si vous utilisez mal un héros national, vous pouvez obtenir les effets inverses de ceux que vous proclamez. Je ne peux pas comprendre, moi je ne parle pas du côté vandalisme, parce que ça c'est un effet qui est répréhensible, condamné par le code pénal. Ceux qui estiment qu'ils ont qualité à poursuivre, qu'ils poursuivent. Mais ce que je veux, c'est ce que madame a dit tout à l'heure. Comprendre ce qui amène ça. Qu'est-ce qui amène ça? Parce que si nous éludons les causes d'un effet, eh bien, on pourra avoir le même effet ailleurs. Les mêmes causes vont produire. Quelque chose s'est passé. Et puis tout le monde se déchaîne pour rester au niveau de l'effet. Personne, tout le monde refuse la cause. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est de ça que moi je veux parler. Parce que je ne veux pas que demain, qu'il y ait les mêmes effets. Comme disait Belle tout à l'heure de la SANAC de Nyong Ekele, pourquoi ne le confonde pas avec un autre Belle et qu'on l'accuse? Parce que moi on m'accuse de défendre les Belles, parce qu'on dit que mon épouse, eh bien, bon, on n'a même plus le droit de s'interroger sur la justesse des choses. Il y a une stèle, un monument en préparation au rond-point Bessengue, au croisement des deux plus grands boulevards, Feu Rouge Bessengue. Feu Rouge Bessengue de la ville. Ça vient du rond-point d'Aïdo pour aller au Carrefour Agip, le boulevard de la République qui passe, et les deux se croisent, et il y a un grand carrefour qui voit transiter par jour plus d'1 million de véhicules. Si vous comptez aussi les motos et les hommes à pied, etc., c'est un volume impressionnant d'admirateurs. On est en train de vouloir construire une stèle, quelque chose là-bas. C'est le monument de qui? C'est le monument de qui? On me dit que dans une ville qui a un conseil municipal, le conseil de la communauté urbaine, qui a qualité pour délibérer en cette matière, ne serait-ce que conformément à la seule disposition législative qui existe et réglementaire. C'est la circulaire numéro 8, cabinet président de la République du 19 juillet 1971. Nous sommes encore à l'État fédéral. C'est Aïdjo qui est président de la République. Il donne la procédure. Il donne la procédure. Il dit que les délégués de gouvernement auprès des communes de plein exercice et les maires devront élaborer les projets de dénomination des places et artères de leur ville en collaboration avec des personnes choisies en raison de leurs compétences au sein ou en dehors du conseil.
et il dit ce qu'il faut faire. Les propositions de dénomination accompagnées de l'ensemble du dossier préparatoire devant permettre d'apprécier l'opportunité du choix du nom seront soumises à la sanction du chef de l'État par les soins des premiers ministres des deux États fédérés. Il sera fait retour au délégué de gouvernement au maire pour adoption par le conseil municipal intéressé. Voilà la procédure. On ne commence pas par le conseil municipal. On fait un projet, on l'envoie chez le chef de l'État. Le chef de l'État valide ce projet. Il met un visa, il vise que c'est bon. Puis on retourne ça maintenant au conseil municipal ou au conseil de la communauté qui adopte, qui soumet maintenant au préfet. Parce que quand il y a adoption, il y a des choses à vérifier. Les financements, ça, le président de la République ne vérifie pas ça. Puis maintenant, le préfet valide et ça devient exécutoire. D'où vient-il que la communauté belle demande la construction d'une stèle à la communauté urbaine en la faveur ou à la mémoire de Douala Mangabel qui a été pendu en 1914. D'après les informations, et c'est là où votre question est pertinente, pourquoi il y a une telle souffrance dans le pays et les acteurs, l'acteur essentiel, la communauté urbaine, disparaît de la circulation? Les informations qui nous parviennent disent que le conseil de la communauté urbaine aurait validé en 2009 la création d'un monument à la gloire de Douala Mangabel. Et que le monument n'est pas construit au motif que la préfecture d'Ouvouri de l'époque a rejeté la délibération parce que elle a cherché, elle n'a pas trouvé une loi qui donne à Douala Mangabel le statut de héros. Donc, pour la préfecture et pour ceux qui ont initié le projet, qui ne doit pas passer à la préfecture, qui doit aller à la présidence. Pour eux, Douala Mangabel n'est pas un héros. Pour ça, on ne lui fait pas une stèle. Et les Belges sont restés tranquilles. Vous avez entendu depuis 2009 une guerre ici? Rien. Entre-temps, vous nous dites qu'il y a une délibération du même conseil de la communauté urbaine qui décide d'ériger une stèle. Ok. Mais d'où vient-il que le délégué du gouvernement, qui est le maître, qui va construire cette stèle, trouve bien de venir la construire là où il a refusé aux autres? Mais le président avait déjà érigé les Ouyobé comme héros nationaux. Hein. Non, je ne suis pas... Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Ils avaient non, le débat... Encore qu'ils sont pas... Ils ont été réhabilités en... Pardon, le débat n'est pas là. Non, c'est une loi de 91. C'est la loi de réhabilitation. Il n'existe pas de texte, parce que je l'ai vérifié également. Il n'existe au Cameroun aucune loi qui dit que tel est un héros national. Par contre, tous ont été réhabilités. Ouais. Le texte dont vous parlez, je l'ai ici, on peut le lire. Non, allons-y. Bon. Soyez bref, Donc, parce que le docteur... Il n'y a pas... Non, laissez que je termine. Non, mais c'est... Laissez que je termine. Oui. Moi, je veux comprendre... Oui, non, elle va même me donner une partie de son temps. Je veux comprendre que vous voulez construire une stèle pour Oumyobé. Et qui avez-vous consulté pour trouver bien de venir installer cette stèle devant une station-service, derrière une brasserie, dans un croisement de rue secondaire? Et vous dites, c'est là que la dimension nationale de paix de l'indépendance du Cameroun va se faire sentir, en lieu et place du rond-point d'Aïdo où trône un monstre de ferraille et de déchets de toutes sortes. C'est là où il faisait ses meetings. Là, au rond-point d'Aïdo? Non, là où on voulait mettre. Ah, c'est là. Ok. Il faisait donc ses meetings là-bas. En 1954, 55, 56, David de Douala était tout petite.
Maintenant, elle est grande. On veut l'honorer parce qu'il est le père de la nation camerounaise. On cherche, on laisse un grand rond-point comme Daïdo. On laisse un rond-point comme celui de Feu Rouge Bessengue, où un grand monument est en construction, dont personne ne dit le nom de la personne qu'on va mettre là-bas. Et du coup, face à une telle situation, les belles réagissent. Ils parlent dans leur communiqué de « Nous avons des mots martyrs. Douala Mangabé, Ngosodine. » La statue de Oum, en plein centre de Ndjonjo, est une provocation. Nous souhaitons juste honorer les nôtres d'abord. Une provocation de qui? Le peuple Bassa n'a pas demandé de stèle. Aucun Bassa n'a écrit. Aucun Bassa n'a dit d'honorer, d'utiliser Oum Yobé pour provoquer X ou Y. Merci. Je finis, s'il te plaît. Je termine par là parce que je crois d'ailleurs qu'à la sortie, il n'y aura plus grand chose à dire. Non, il y aura beaucoup de... Les Bassa n'ont rien demandé à personne. Ceux qui ont demandé et qui n'ont rien obtenu, ce sont les belles. Et vous leur refusez ça, mais vous venez installer sur leur terre. Et sans leur avis, vous choisissez vous-même vos lieux, vous décidez de tout unilatéralement, alors que le principe de la gouvernance, c'est la gouvernance participative. Merci. On gouverne pour les hommes. On ne gouverne pas pour humilier les hommes. On ne gouverne pas pour, comme j'ai parlé de manipulation, et je termine. On ne gouverne pas par manipulation. Merci. Parce que le fond de cette affaire, et je termine par ça, c'est important, ce n'est pas honorer Oumniobé. Si on voulait honorer Oumniobé, ce n'est pas à cet endroit qu'on devait mettre. C'est quoi le fond de cette affaire? C'est que les gens défendent leur petit ventre. Les belles, depuis quelques années, demandent à avoir aussi la communauté urbaine. Parce que la communauté urbaine a déjà fait 3 fois le canton Akwa, 2 fois le canton d'Aïdo. Ils demandent aussi. Et ces demandes sont évidentes. Elles sont récurrentes dans le pays. Une communauté a demandé toute université. Une autre communauté. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas que les gens restent dans les réseaux sociaux. Ils utilisent l'ignorance pour créer un conflit. Si je résume. Maintenant donc, les belles qui demandent ça, et c'est légitime qu'ils demandent, puisque nous sommes dans un pays où les gens demandent les postes et les obtiennent. Les gens ont demandé d'être les seuls à entrer dans une université ou les plus nombreux à entrer dans une école. On leur a donné ça. Les belles sont aussi en train de demander qu'on leur donne le délégué du gouvernement. Donc, si je comprends du coup, le délégué du gouvernement qui est là estime que pour créer un incident, il faut venir mettre la statue. Mais le délégué laisse les places importantes de la ville où on pouvait construire la statue de Oum sans que cela ne gêne personne. Donc je dis à mes compatriotes, faisons attention. Tongo, vous avez déjà dit ça. Faisons vous l'avez déjà dit, on l'a compris. Les hommes politiques sont dangereux. Font des choses qui nous paraissent en aspect, mais qui au fond sont des règlements de compte. Voilà. Ce que je résume en un mot de votre démonstration, c'est qu'en réalité, le roi Bel met les bâtons dans les roues au délégué du gouvernement parce qu'il veut mettre un de ses fils là-bas. Non. Et du coup... Le canton Bel, comme tous les groupes sociaux, est entré dans la logique camerounaise qui est que les gens demandent des postes. Donc ils sont en droit de demander les postes. Est-ce que la réponse qu'on doit leur donner, c'est d'organiser un affrontement entre 2 communautés qui n'ont rien demandé? Yvette Balana. Il ne faut pas seulement qu'ils viennent casser une fois qu'ils seront délégués. On n'a pas encore abordé la question de vivre ensemble. J'espère que vraiment... Non, prenez votre temps. 50 minutes. Non, vous avez... Laisse trop de temps. Bon, je pense qu'il est légitime qu'on condamne l'acte, je dis bien l'acte de saccage posé par les chefs du canton Bel, parce que ce sont des chefs traditionnels qui revendiquent quand même comment je pourrais dire, un potentiel de sagesse.
puisqu'ils gardent nos traditions. Et il paraît que la sagesse était quelque chose de très partagé dans nos traditions. On peut en discuter. Mais il ne faut pas seulement qu'on reste à la condamnation. C'est ça qui a été regrettable dans toute l'émotion que cette affaire a suscité. Il est important, comme disait M. Elimbi Lobé, qu'on interroge les ressorts d'une telle attitude. Et pour interroger les ressorts d'une telle attitude, posons-nous une question simple. Nous connaissons le Cameroun d'aujourd'hui. Si on se lève demain matin, on va ériger une stèle dans la ville natale de Martin Paul Samba. Sommes-nous sûrs que nous n'allons pas avoir les mêmes réactions si on tient compte d'un pays où tous les jours on a des mémorandas à connotation ethnique, dans un pays où on a des motions de soutien à connotation ethnique, dans un pays où des gens se regroupent le jour, la nuit, les week-ends au nom de la langue du sang, dans un tel pays, l'attitude des rois belges n'est pas une hérésie. Non. L'acte de saccage, oui, il est condamnable au plan du droit. Pénalement. Puisque il y a une plaque là, officielle. Hein? C'est un travail entrepris par une autorité administrative. Et eux-mêmes, ils sont auxiliaires de l'administration. Tout à fait. Quand on creuse donc, la première chose que cette affaire a dévoilée, c'est que les Camerounais ne connaissent même pas leur histoire. Vous voyez, on a confondu Douala Mangabel. Je suis du Mbam, je dis bien le grand Douala Mangabel, que moi j'ai étudié seulement dans les livres, avec Alexandre Douala Mangabel. Des gens dans certains niveaux vous ont dit, ben, vous voyez, les chefs du canton Bel ne pouvaient pas accepter ça parce que Douala Mangabel et Oumniobe étaient des ennemis. Donc ça a révélé qu'on ne connaît même pas notre histoire. Ah oui, bon, moi, c'est les Camerounais de Facebook. Je suis... Non, je vous parle des gens dans des sénats, je vous parle des gens... Okay. Je suis à l'université. Il y a des gens qui ont confondu Douala le député et le premier nationaliste. Il faut qu'on soit clair là-dessus. S'il y avait une colère, une pétition des chefs belges pour une statue de Douala Mangabel à Douala, moi je la signerais. Ah oui, ça, parce que quand je suis arrivé à Douala en 2008, je refuse de citer cet espace. Les gens vont se reconnaître. Il y a un immeuble dans cette ville qui porte le nom de Douala Mangabel. Mais c'est une hérésie. Personne ne peut nous respecter. Parce que si nous arrivons à parler du vivre ensemble, la pendaison de Douala Mangabel procède de cette capacité de vivre ensemble que ces rois avaient à cette époque-là. Nous allons y revenir. Donc, quand on interroge les ressorts de cette affaire, on dit oui, ces rois belges ont raison d'exiger, de tempêter et de demander, pas en leur nom, parce que ce qui me gêne, c'est qu'ils disent les nôtres, non, au nom du Cameroun, une stèle de Douala Mangabel, même à la poste centrale de Yaoundé. Vous voyez? Et ce que cette affaire a encore relevé, et là je suis tout à fait d'accord avec M. Elimbi Lobé, c'est la manipulation. Parce que moi je me serais attendu depuis 2008 que je suis arrivé à Douala, que je vois ces chefs traditionnels venir manifester devant ce bâtiment pour qu'on le débaptise. Parce qu'on ne peut pas mettre le nom de Douala Mangabel dans un bâtiment, sur un bâtiment qui pue, qui n'a pas de toilettes décentes, qui n'a pas, je sais pas, qui ne reflète pas la dimension de ce héros national. Il ne faudrait pas qu'on saucissonne notre histoire. Et cette affaire a encore révélé qu'on a du mal à écrire notre histoire. Même en mettant, et je suis toujours d'accord avec M. Elimbi Lobé, même en mettant la stèle de Oumniobe là où on veut la mettre là, on n'est pas sérieux avec notre histoire. Ce qui est même grave, c'est que comme on n'est pas sérieux avec notre histoire, on piétine les héros des autres. Vous avez un hangar dans la ville de Douala. Je préfère ne pas blesser les gens, qui portent le nom de Nelson Mandela. Les autorités y viennent. Avec des cartons d'invitation du complexe Nelson Mandela. Mais c'est un hangar. Il n'y a pas de complexe là-bas. Est-ce que nous sommes sérieux? La stèle même sur laquelle moi je passe tous les jours ne ressemble pas à Nelson Mandela. Donc vous voyez, cette affaire des rois belges devrait nous sortir de notre cécité parce que les choses se passent devant nous tous les jours. Et quand les rois belges disent les nôtres, on fait comme si vraiment voilà des cons et voilà Oumniobe c'est un héros national. Mais quand les gens exigent
des choses au nom de la langue du sang. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a interrogé bien cette place-là qui est censée recevoir la stèle de Oumniobé? Et la troisième chose que cela a relevé, ce sont vraiment de graves problèmes de gouvernance que nous avons. Il faudrait un jour qu'on passe d'une gouvernance de commandement à une gouvernance de management. Quand on manage, on consulte. Quand on manage des gens, on les consulte. Et si on n'arrive pas là, on va créer des choses que les gens aiment dire. Quand nous en parlons, on dit que nous sommes des gens qui veulent entretenir la sinistrose. Non, il faut être vrai avec son pays. La loi dit quoi? Elle vient d'être lue. Vous consultez à l'intérieur du conseil et à l'extérieur. Qui consulte-t-on à l'extérieur du conseil? Pouvez-vous aller mettre une stèle en Djonjo avec des chefs traditionnels sans les consulter? Moi, je ne voudrais pas, je suis gêné par la statue du roi de l'éclair, mais elle est là depuis. Elle a une dimension supra. Maintenant, on dit on va honorer nos héros. Ça doit répondre à une politique, comme disait monsieur, une politique nationale consistant à honorer nos héros. Et il faudrait peut-être que cette politique nationale s'inspire des textes qui existent et qui ne sont pas si mauvais que cela. Si en 1972, on avait déjà établi que pour élever une statue à un héros national, il est important d'interroger le conseil municipal, mais aussi des gens à l'extérieur. C'est vrai, ce que je regrette dans cette loi, c'est qu'elle n'est pas claire. C'est qu'elle n'est pas claire. Les entités ethniques, nous sommes quand même 60 ans après nos indépendances, ont encore une telle force dans notre pays. Et chaque jour, les gens font semblant, ils vous disent, ben vraiment, vous voyez les Douala se marier avec les Bassadons, ce que vous annoncez là au Cameroun, ça ne va jamais se faire. Qui aurait imaginé que des chefs traditionnels seraient allés saccager le chantier construisant la stèle d'un héros national? Qui aurait imaginé cela au Cameroun? Personne. Est-ce que les Bassas, combien de Bassas ont épousé les Douala dans la ville de Douala? Ils sont nombreux. Ce n'est pas là que se pose le problème. C'est au niveau de la manipulation. Et j'observe justement que vous avez embrayé avec le vivre ensemble. Hein, parce que vous posez justement la question... Oui, du lien du sang. Le lien du sang. Mais, dans la construction et puisqu'on y est, je vais commencer par vous. Oui. Je voudrais vraiment qu'on restitue un peu. Je veux dire, c'est un thème qui revient. Tout le monde en parle. Oui. Mais à force d'en parler... Oui. Et de voir l'effet, de vivre l'effet contraire dans nos comportements. Les gens, je le disais tout à l'heure, se regroupent plutôt en connivence identitaire et tout. Finalement, c'est quoi le vivre ensemble? Je vais vous répondre, monsieur. Quand on parle de vivre ensemble, on ne peut pas parler de vivre ensemble quand l'espace est homogène. Si on parle de vivre ensemble, c'est qu'il y a des entités différentes. C'est qu'il y a diversité culturelle. C'est pour cela qu'on parle de vivre ensemble. Et pour revenir à Douala Mangabel, j'ai dit que ce monsieur est mort. Oh là! Aïe, aïe, aïe. Quand nous continuons. Une seconde. Je m'excuse au moins pour... Oui. On a l'antenne? Ah, d'accord. Ok, nous sommes à l'antenne. On s'excuse pour cette légère coupure, docteur. Je disais qu'il y a eu un vivre ensemble dans ce pays. C'est-à-dire le respect de la différence, mais surtout l'exploitation de la différence. Quand M. Douala, le héros Douala Mangabel, Rodolphe, pourquoi son procès a été précipité jusqu'à la pendaison? C'est parce que quand il fait face aux Allemands, il voit qu'il ne peut pas seul, hein, en tant que roi du canton Bel, faire face à ces gens. Il va consulter tous les chefs traditionnels du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et l'ennemi en face voit que mais ce bonhomme veut déjà rallier ses frères de la Benoué, de l'ouest, de Ngaoundéré à sa cause. Et c'est pour ça que son procès a été précipité. On l'a tué. Donc le vivre ensemble ne veut pas dire gommer les différences culturelles. Le vivre ensemble veut dire qu'on accepte ces différences. On regarde le côté positif de ces différences
et on construit une nation avec elle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens vous disent qu'ils se mettent ensemble pour parce qu'ils respectent la langue du sang. C'est-à-dire que comme je parle la même langue que M. Moutet, je suis d'accord avec lui même s'il manage mal. Or, la langue, c'est quoi? La langue, ce n'est pas une enveloppe vide. La langue, c'est comme le sang au corps humain. La langue porte quelque chose. La langue porte une cosmogonie. La langue porte une capacité gestionnaire. C'est-à-dire les Mbamois doivent avoir hérité de leurs ancêtres une certaine capacité à gérer. Les Bassa, pareil. Les Bamileke, ensuite. Les Douala, aussi. Donc, quand vous dites que vous partagez la langue du sang, c'est une hérésie. Parce que si on prend seulement 3 exemples, quand un Français dit bonjour, vous pouvez rester répondre, hein. Il continue son chemin, il ne cherche même pas à savoir si vous avez dit bonjour aussi. Un Anglais va dire good morning. Mais une Yambassa comme moi va dire Uba Fuyuga. Est-ce que tu t'es réveillé? C'est une question. Donc il faudrait que tu t'arrêtes pour que la personne te dise bon, est-ce que je me suis même bien réveillé? En fait, j'avais mal au dos. Vraiment, hier, je suis... Ça dit quoi? Ça dit un ensemble de valeurs, de solidarité, un ensemble de choses. Et chaque ethnie au Cameroun est porteuse de ça. Mais qu'est-ce qu'on retient des ethnies? Ce qu'on retient de nos cultures, c'est toujours négatif. Ah, le doigt là-bas, c'est des gens qui savent seulement faire le poisson. Et c'est ça qui tue le vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec ce qu'on appelle l'État unitaire. Parce que unir des gens ne veut pas dire l'unification coloniale, écraser leurs différences pour créer quelque chose d'homogène. Ce n'est pas possible. Si les nations occidentales en sont encore à voir des gens, je vais parler de la France, des Bretons marcher en revendiquant leur langue dans les rues. Après des siècles, au Cameroun, on devra, et c'est ce que le Conseil aurait dû faire, on devra respecter les spécificités culturelles des peuples du Cameroun. Donc on aurait dû, en consultant les gens de l'extérieur, je crois que le texte voulait dire les autorités locales, les chefs traditionnels, et dans un consensus vraiment d'ensemble, dans un consensus de toutes ces parties internes et extérieures, au conseil municipal, on décide donc d'une place que méritent nos héros nationaux. Et je vais malheureusement considérer cette prise de parole comme étant la dernière. Je rebondis d'abord avec... Oui, non, s'il te plaît, fais-moi le plaisir de dire ce que je dis. Eh bien non, vous n'allez pas en parler tout à l'heure. Il nous reste 7 minutes. Vraiment, chacun va répondre un peu. Parce que le président Aïdjo, mais à la suite, à sa suite, le président Biya, votre président, le président du Cameroun, le président du votre parti, je voulais. Ah bon, d'accord. Je me corrige. Aime bien cette phrase. L'unité dans la diversité. Ouais. Et c'est en cela que vous voyez également le vivre ensemble. Tout à fait, mais je veux dire que nous de vivre ensemble, nous sommes un peu au fond de l'abîme, il faut le dire honnêtement. Parce que l'unité nationale, qui fait partie des intérêts fondamentaux d'un pays comme le nôtre, chacun là où il est, devait la cultiver chaque jour davantage. Mais l'unité nationale devient chaque jour un slogan. Manipulé. Ça devient chaque jour un slogan. L'unité nationale est complètement fragilisée par le tribalisme primaire et viscéral. Et sur tous les plans, au plan politique, au plan économique, au plan social et culturel. Si je prends le côté politique, regardez au niveau des partis politiques. Les petits partis s'identifient à leur président. Les grands partis, c'est chacun qui part chez lui. Alors qu'on pouvait faire les choses croisées. On n'est pas obligé de m'envoyer dans le BAM. On peut m'envoyer ici à Douala, on prend Douala, on envoie dans le BAM. On prend Néouno, on envoie à l'extrême. Non, il faut développer ce genre de réflexe pour permettre aux gens de se brasser. Parce que quand chacun doit rentrer chez lui, ça pousse à retourner aux sources. C'est le tribalisme. Vous voyez? Donc ça fait que quand un président de parti est indexé, tout à l'heure on parlait d'un président, d'une dame qui a estimé qu'elle était aussi, comment on a dit ça, c'était bahamiste, c'est ça? Bon, tout ça c'est quoi? C'est du tribalisme. Vous comprenez? Dès qu'on indexe un, tous ceux qui sont de la tribu pensent qu'ils sont se mettent en bouclier. Voilà. Quand on touche le président Biya, il y a les petits boulots qui pensent que c'est leur personne, ils montent au créneau, disent n'importe quoi. Biya est le président de tous les Camerounais.
Ok? Donc c'est pour dire que quoi? Ça veut dire qu'au plan politique, les uns et les autres essayent de jouer sur la fibre tribale. Dès que quelqu'un n'arrive pas à émerger parce qu'il a peut-être plus compétent ou plus bon manager qui manage mieux que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part créer un petit groupe à côté où il devient leader. Et ainsi de suite. Donc, le tribalisme est mangé à toutes les sauces dans ce pays. Et c'est ce tribalisme qui est en train de fragiliser notre vivre ensemble, notre unité nationale. Donc, moi, je pense que il faut que très rapidement les Camerounais se ressaisissent. Parce qu'aller un peu partout, association ressortissants de tel village, foyer culturel de tel village. Vous arrivez à Douala, il y a les salles de fête partout. Représentant de tel village. Le foyer futur, ton village, c'est quoi? Attends, représentant de tel village. Foyer social culturel de ton village. Quand vous voyez toutes ces multitudes d'associations tribales, vous comprenez que le vivre ensemble n'est plus là. Donc tout ce qu'on fait, c'est des slogans. Les Camerounais ne sont plus, on n'est plus à vivre. Ah non, on a encore 4 minutes. François Dassise. D'accord. Alors, il faut. Vous avez 1 minute 30 et puis Elie Mbiloba et puis on conclut. Oui, il faut comprendre une chose, c'est que l'être humain est traversé par 3 types d'identité. Il y a ce qu'on appelle l'identité originelle. C'est-à-dire celle qui fait de moi un être humain. On va parler de dignité humaine et bien sûr du respect des droits de l'homme. Il y a ce qu'on appelle l'identité culturelle. Là, nous avons affaire à ce qu'elle conduit bien sûr au tribalisme ou alors au racisme. Donc, je suis de telle tribu, moi je suis Bassa, M. Moutéamba, moi, etc. On a précisé que tu es... On termine, moins de 3 minutes. Alors, donc, et la troisième identité est celle qu'on appelle l'identité nationale. Bon, nous appartenons à tel pays, le Cameroun. Curieusement, ou alors c'est le danger de l'affaire, au Cameroun, c'est plutôt la deuxième identité qui a pris le pas sur tout le reste. Merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'identité... Non. Mais on a terminé. Non, c'est l'identité culturelle qui a pris le pas. Et cela est favorisé, n'est-ce pas, par le pouvoir en place. Lorsqu'on vous nomme M. Dipita, qu'est-ce que vous faites? Merci. Mais vous retournez au village, n'est-ce pas, pour être célébré par les vôtres. Et c'est ça le véritable procès, ce qui tue le vivre ensemble. Merci François Dassise. Elie Mbiloba. Je préfère lire la suite et tout le monde comprend. D'accord. Et vous terminez par la suite. Le président Ahidjo en 1971 dit: la cession du Cameroun à la souveraineté internationale est le grand essor de développement de nos communes, qui en est l'une des conséquences, impose désormais à nos municipalités l'obligation d'organiser nos cités selon les pratiques modernes, notamment en donnant aux acteurs et places des villes des noms à l'exemple des pays développés. Et le président dit: certains d'entre vous ayant déjà manifesté l'intention de procéder à cette dénomination, il m'a paru nécessaire, bien qu'il soit difficile d'établir en cette matière une réglementation unique qui puisse s'appliquer à tous les cas. Et le président dit: à cet effet, le choix des noms à donner doit obéir à 2 critères essentiels. Premier critère, service rendu. Et il dit... Deuxième critère. Premier critère, service rendu. Deuxième critère, souvenir historique. Merci. Mais c'est important, laissez Non, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, Elie. On n'a plus le temps. Il faut qu'on conclue. Il rappelle le vivre ensemble. Ben, on va peut-être revenir sur ce Parce que le vivre ensemble est là. On n'a plus le temps. On est tenu par les délais. Après, il y a la rediffusion du journal. Merci, merci vraiment. Je pense qu'on a quand même été enrichi de tous ces échanges-là. Je pense que on va d'ailleurs remettre la question sur la table jeudi. Dans le cadre de l'entretien avec, je vais recevoir Henri-Frédéric Djinmanga, qui est un homme de culture. Il était directeur général de la Cameroun Music Corporation du temps de Manu Dibango. Manu Dibango était le président du conseil d'administration. Donc il reviendra sur le plateau d'entretien. On va beaucoup développer cette question de vivre ensemble, parlant effectivement de ce qui s'est passé avec la chefferie Belle. Évidemment, on va revenir sur les questions, le volet traditionnel et culturel de la crise anglophone. Et pourquoi pas, on va parler de la question des artistes. Je voudrais également exprimer notre profonde compassion à l'endroit de Hervé Mandelcom, qui a malheureusement été frappé par un malheur, et on l'accompagne dans cette fâcheuse épreuve. À vous, je dis merci. Merci également à vous qui étiez sur le plateau. À jeudi pour entretien et mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir. Le traité Germano Douala, du 18 juillet 84, nous soucie